Elle s'est moquée de moi parce que je n'étais qu'une simple employée administrative, devant tout le monde, puis son fiancé m'a demandé ce que je faisais. J'ai dit un seul mot. La pièce s'est figée. Ses parents sont devenus blêmes. Et elle a finalement réalisé qui j'étais. Je m'appelle Jessica, j'ai 32 ans, et je suis restée figée lors du dîner de fiançailles de ma sœur Rachel alors que son fiancé, Marcus, m'a interpellé publiquement. Rachel venait de se moquer de ma carrière de juge aux affaires familiales, me traitant d'avocate ratée qui juge les familles des autres parce qu'elle ne peut pas en avoir une. À ce moment choquant, Marcus s'est levé et a dit « C'est toi la juge ce soir. Raconte à tout le monde ce qui s'est réellement passé il y a 5 ans. » Toute la famille s'est tue, la tension emplissant la pièce. J'ai réalisé que le secret que j'avais gardé sur le passé de Rachel était sur le point d'exploser. Avant de continuer cette histoire, j'adorerais savoir d'où vous me regardez aujourd'hui. Les événements que je vais partager ont changé toute ma compréhension de la loyauté familiale et de la justice. Si vous avez déjà eu à faire un choix impossible entre protéger quelqu'un que vous aimez et faire ce qui est juste, s'il vous plaît, cliquez sur le bouton « J'aime ». Ce drame familial m'a emmené dans les endroits les plus sombres avant que je ne trouve la lumière. Et j'espère qu'en le partageant, vous comprendrez pourquoi les jugements les plus difficiles sont parfois ceux que nous portons sur nos proches. Abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur la défense de la vérité, même quand cela vous coûte tout. Pour comprendre ce qui s'est passé ce soir-là, vous devez connaître ma relation avec Rachel. En grandissant, j'ai toujours été l'élève modèle, la fille responsable qui suivait les règles. J'étudiais dur, j'aidais à la maison et j'essayais de rendre mes parents fiers de toutes les manières possibles. Je n'étais pas parfaite, loin de là, mais je faisais de mon mieux pour faire ce qu'on attendait de moi. Rachel, en revanche, était tout mon contraire. De 2 ans ma cadette, elle était rebelle, charmantée, d'une manière ou d'une autre, toujours la préférée de nos parents malgré ses ennuis constants. Là où j'étais timide et studieuse, Rachel était extravertie et populaire. Elle pouvait se sortir de n'importe quelle situation en un clin d'œil, affichant ce sourire gagnant qui faisait que les professeurs, les parents et à peu près tout le monde lui pardonnaient sa dernière transgression. Rachel a juste du caractère, disait ma mère après qu'elle soit rentrée une nouvelle fois après le couvre-feu. Elle se cherche, expliquait mon père quand elle échouait à un autre cours. Pendant ce temps, si j'obtenais un A au lieu d'un A, j'avais droit à une leçon d'1 heure sur la nécessité d'atteindre mon plein potentiel. Cette dynamique a défini notre enfance. Rachel s'en sortait avec tout tandis que je devais être parfaite. Je ne lui en voulais pas pour ça. Pas vraiment. C'était ma petite sœur et malgré tout, je l'aimais. Je pensais que c'était mon travail de la protéger, même d'elle-même. Quand je suis parti à l'université, j'ai cumulé 2 emplois pour subvenir à mes besoins. Mes parents auraient pu m'aider, mais ils mettaient de l'argent de côté pour l'avenir de Rachel parce qu'elle en aurait peut-être plus besoin. Je ne me suis pas plainte. J'étais fier de mon indépendance et déterminé à faire quelque chose de ma vie. La faculté de droit était mon rêve et je m'y suis jeté à corps perdu. J'ai obtenu mon diplôme parmi les meilleurs de ma promotion, réussi le barreau du premier coup et décroché un poste dans un cabinet respectable. Mais même alors, lors des réunions de famille, mes réussites étaient secondaires par rapport à la nouvelle aventure dans laquelle Rachel se lançait. Que ce soit un voyage en sac à dos à travers l'Europe aux frais de mes parents ou le lancement d'une entreprise qui échouerait inévitablement en quelques mois. La tendance de Rachel à prendre ce qui m'appartenait est devenue plus évidente à l'âge adulte. Elle m'empruntait de l'argent avec de vagues promesses de remboursement. Elle flirtait avec les hommes que je fréquentais, réussissant parfois à me les piquer avec son charme naturel. Une fois, elle a même postulé pour un emploi que je convoitais, prétendant ne pas savoir que le poste m'intéressait. Chaque fois, je lui pardonnais. Chaque fois, je me disais que c'est ce que font les sœurs. Elles se pardonnent. Ma décision de devenir juge aux affaires familiales ne faisait pas partie de mon plan initial. Je travaillais en droit de la famille et une affaire impliquant une jeune fille prise dans une bataille pour la garde entre des parents violents a changé ma perspective. J'ai réalisé que je voulais être en position d'aider réellement des enfants comme elle, de prendre des décisions qui les protégeraient lorsque le système et leur propre famille leur faisaient défaut. Lorsqu'un poste de juge s'est libéré, j'ai postulé et, à 29 ans, je suis devenu l'une des plus jeunes juges aux affaires familiales de notre État. La réaction de Rachel à ma nomination a été révélatrice. Elle m'a félicité avec une coupe de champagne dans une main et une pique dans l'autre. Waouh! Alors, tu vas t'asseoir là-haut et juger les familles des autres? C'est parfait pour toi, Miss Parfaite.
Elle a ri comme si c'était une blague, mais j'ai vu la jalousie dans ses yeux. Après cela, Rachel a développé une nouvelle habitude. À chaque réunion de famille, elle trouvait des moyens de dénigrer ma carrière. Alors, tu as détruit des familles aujourd'hui, Judge Judy, demandait-elle pendant le dîner de Thanksgiving. Où elle me présentait à ses amis comme « ma sœur qui n'a pas réussi en tant que vraie avocate, alors elle est devenue juge à la place ». Chaque commentaire était livré avec un sourire. Chaque pique déguisée en taquinerie fraternelle. Et mes parents, ils riaient avec elle, me disant de me détendre quand je finissais par protester. Elle plaisante, Jessica, disait ma mère. Pourquoi dois-tu toujours être si sensible? Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce qu'aucun d'eux ne semblait remarquer, c'est que leurs mots me blessaient plus profondément à cause de ce qui s'était passé 5 ans auparavant. Le secret qui m'avait tant coûté, la raison pour laquelle je ne pouvais pas avoir d'enfant. J'ai développé des complications après une opération d'urgence que j'ai dû subir alors que je m'occupais de l'enfant de Rachel. Les médecins m'avaient prévenu que l'infection pourrait affecter ma fertilité, mais à l'époque, tout ce qui m'importait était de survivre. Le temps que je me remette, les dégâts étaient faits. Je ne pourrais jamais porter d'enfant. Rachel le savait. Elle savait ce qui s'était passé, ce que j'avais sacrifié, et pourtant elle se moquait de moi parce que je n'avais pas d'enfant. Quand Rachel a annoncé ses fiançailles avec Marcus Bennett, j'étais sincèrement heureuse pour elle. Marcus était un procureur respecté que je connaissais professionnellement. Il était gentil, intelligent et stable. Tout ce que les précédents petits amis de Rachel n'avaient pas été. Je pensais qu'il serait peut-être une bonne influence sur elle, que cette relation l'aiderait peut-être à mûrir. Mais en les regardant ensemble lors des réceptions familiales, je me demandais, est-ce que Marcus connaissait vraiment Rachel? Voyait-il au-delà du charme, la personne égoïste, parfois cruelle, qui se cachait en dessous? Ou était-il comme tout le monde, captivé par la façade étincelante qu'elle présentait au monde? J'ai gardé mes doutes pour moi. Après tout, qui étais-je pour juger la relation de ma sœur, même si c'était littéralement mon travail dans d'autres contextes? Mais à l'approche du dîner de fiançailles de Rachel, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose de terrible allait se produire. Je ne m'attendais simplement pas à ce que ce soit Marcus lui-même qui ferait tomber les murs de secret que j'avais si soigneusement construits autour du chapitre le plus sombre de notre famille. Le dîner de fiançailles a eu lieu chez mes parents, une spacieuse maison coloniale en banlieue où Rachel et moi avions grandi. Ma mère avait mis les petits plats dans les grands pour l'occasion, engageant des traiteurs et décorant la salle à manger avec des fleurs et des bougies. C'était exactement le genre d'événement où Rachel s'épanouissait. Toute l'attention était sur elle. Tout le monde était réuni pour célébrer son bonheur. Je suis arrivé tôt pour aider à la mise en place, malgré les assurances de ma mère que tout était sous contrôle. En vérité, je voulais quelques instants pour me préparer mentalement à la soirée. Je savais par expérience que Rachel trouverait des moyens de souligner mes défauts, de rappeler à tout le monde présent que malgré mon succès professionnel, j'étais toujours seul, toujours sans enfant, toujours en deçà de la mystérieuse norme par laquelle elle me jugeait. Jessica, ma chérie, tu n'avais pas besoin de venir en avance, dit ma mère en ajustant un arrangement floral. Mais puisque tu es là, peux-tu vérifier la mise en place de la table? Rachel veut que tout soit parfait. Bien sûr qu'elle le voulait. Et bien sûr, la perfection était définie par les normes de Rachel, pas par celles de quelqu'un d'autre. Bien sûr, maman, dis-je en forçant un sourire. Combien de personnes viennent? Oh, une vingtaine. La famille surtout, et quelques parents de Marcus. Ses parents n'ont malheureusement pas pu venir de Boston. J'ai hoché la tête, me demandant si l'absence des parents de Marcus était vraiment malheureuse, ou s'ils avaient leurs propres réserves à propos de Rachel. J'ai chassé cette pensée, me réprimandant pour mes suppositions peu charitables. À 19h, la maison était pleine. Mes tantes, oncles et cousins qui nous avaient vus grandir, Rachel et moi, qui avaient été témoins de notre rivalité au fil des ans sans jamais vraiment en comprendre la profondeur. Quelques amis de Rachel, du genre qui encourageaient ses pires comportements tout en se disant solidaires, et le frère et la belle-sœur de Marcus, tous deux semblant légèrement mal à l'aise au milieu du chaos familial. Je sirotais un verre de vin dans un coin, discutant avec ma cousine Beth, quand Rachel et Marcus ont fait leur grande entrée. Rachel était radieuse dans une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que ma mensualité de prêt immobilier, sa main affichant bien en évidence l'imposante bague de fiançailles en diamant que Marcus lui avait offerte. Marcus était élégant dans un costume sur mesure, son bras autour de la taille de Rachel, son expression rayonnante de bonheur sincère.
Un instant, en les voyant ensemble, je me suis demandé si j'avais mal jugé la situation. Peut-être que Rachel avait vraiment changé. Peut-être que c'était le début d'un nouveau chapitre pour elle. Jessica, s'écria Rachel en m'apercevant. Elle a entraîné Marcus à travers la pièce. Voilà ma grande sœur, la juge, toujours en train d'observer depuis son coin. N'est-ce pas, Jess? Et voilà, mon espoir s'est évaporé. La soirée venait à peine de commencer, et déjà Rachel me prenait pour cible. Rachel, tu es magnifique, dis-je, choisissant d'ignorer son commentaire. Félicitations encore, Marcus. Je suis si heureuse pour vous deux. Marcus sourit chaleureusement. Merci, Jessica. Ça me touche beaucoup que tu sois là. Où serait-elle d'autre? Rit Rachel. Ce n'est pas comme si elle avait un mari ou des enfants qui l'attendaient à la maison. Je sentis mon visage rougir, mais je gardai mon sang-froid. Beth s'est agitée, mal à l'aise à côté de moi. Rachel, dit Marcus, sont-on porteur d'un léger avertissement que Rachel n'a pas remarqué ou a choisi d'ignorer. Oh, Marcus, je la taquine. Jessica sait que je ne le pense pas, n'est-ce pas, Jess? Avant que je puisse répondre, ma mère a appelé tout le monde à table. J'ai pris ma place assignée, notant avec résignation que Rachel m'avait placé juste en face d'elle et de Marcus, s'assurant que je serais aux premières loges de leur bonheur tout au long du repas. Le premier plat a été servi, et la conversation a coulé autour de moi. Je parlais quand on me parlait, je riais aux moments opportuns, et j'essayais de maîtriser mon anxiété. Mais à l'arrivée du plat principal, l'attention de Rachel s'est de plus en plus tournée vers moi. Alors, Jessica, des cas intéressants dernièrement, a-t-elle demandé en coupant son steak. Des familles que tu as déchirées cette semaine? Rachel, dit mon père doucement. Ce n'est pas une façon très gentille de le dire. Quoi? Je m'intéresse à son travail, protesta Rachel, toute innocente. Jessica est celle qui décide quels parents méritent de garder leurs enfants et lesquels non. C'est une grande responsabilité. C'en est une, acquiesçai-je, en essayant de garder ma voix égale. Et ce n'est pas une que je prends à la légère. Je suis sûr que non, dit Rachel. Mais ça ne te dérange jamais de porter ces jugements alors que tu n'as pas d'enfant toi-même? Je veux dire, comment peux-tu possiblement comprendre ce que c'est d'être un parent? La table est devenue silencieuse. Même Rachel semblait réaliser qu'elle avait franchi une ligne. Je n'ai peut-être pas d'enfant, dis-je prudemment, mais je comprends la loi et je comprends ce dont les enfants ont besoin pour être en sécurité et aimés. Bien sûr que tu comprends, intervint rapidement ma mère. Rachel, ma chérie, raconte-nous vos projets de lune de miel. Rachel a saisi l'occasion de changer de sujet, se lançant dans une description détaillée du complexe de luxe à Bali où elle et Marcus passeraient 2 semaines. Mais le répit fut de courte durée. Au moment du dessert, Rachel est revenue à son sujet favori, mes insuffisances perçues. Jessica, as-tu pensé aux applications de rencontres, demanda-t-elle soudainement. Mon amie Stéphanie a rencontré son mari sur une, et elles sont très faciles à utiliser maintenant, même pour les gens qui ne sont pas très doués en technologie. Je suis tout à fait à l'aise avec la technologie, Rachel, répondis-je. Et oui, j'ai essayé les applications de rencontres. Et, insista-t-elle. Pas de chance? Je n'ai pas encore rencontré la bonne personne. Eh bien, tu ferais mieux de te dépêcher, dit-elle, sa voix dégoulinant d'une fausse sollicitude. Ton horloge biologique ne rajeunit pas. Je me suis figé, ma fourchette à mi-chemin de ma bouche. Rachel savait. Elle savait que les enfants ne faisaient pas partie de mon avenir. Elle savait pourquoi, et pourtant elle remuait le couteau dans la plaie. Mes parents ont échangé un regard, mais n'ont rien dit. Ils ne le faisaient jamais. Ils ne me défendaient jamais contre la cruauté de Rachel. Peut-être que Jessica se concentre sur sa carrière en ce moment, suggéra Marcus, essayant clairement de désamorcer la tension. Rachel a ri. Oh, elle est toujours concentrée sur sa carrière. N'est-ce pas, Jess? Une vraie femme de carrière, une femme indépendante et pleine de succès qui n'a pas besoin d'un homme ou d'une famille pour s'épanouir. J'ai posé ma fourchette avec précaution. Il n'y a rien de mal à se concentrer sur sa carrière. Bien sûr que non, acquiesça Rachel avec une fausse sincérité. Surtout quand c'est tout ce que tu as. Je veux dire, soyons honnêtes, tu es en gros une avocate ratée qui juge les familles des autres parce que tu ne peux pas en avoir une.
La pièce est devenue complètement silencieuse. Ma cousine Bette a eu un hoquet. Ma tante Gloria a couvert sa bouche. Même mon père avait l'air choqué par la brutalité de l'attaque de Rachel. Mais avant que je puisse répondre, avant que quiconque puisse dire quoi que ce soit, Marcus a posé sa serviette et s'est levé. Son visage avait complètement changé. L'expression chaleureuse et affable avait disparu, remplacée par quelque chose de dur et de résolu. Il m'a regardé, puis a regardé Rachel, puis de nouveau moi. « C'est toi la juge ce soir, dit-il, sa voix claire et ferme. Raconte à tout le monde ce qui s'est réellement passé il y a 5 ans. » La tension dans la pièce était soudain si épaisse que je pouvais à peine respirer. Le visage de Rachel s'est vidé de sa couleur. « Marcus, qu'est-ce que tu fais » siffla-t-elle. Mais les yeux de Marcus sont restés fixés sur moi, attendant, me défiant. Et à ce moment-là, j'ai su. D'une manière ou d'une autre, Marcus avait découvert la vérité. Le secret que j'avais gardé pendant 5 ans a un coût personnel énorme. Le secret qui avait façonné ma carrière, ma vie, mon identité même. La question était, avais-je le courage de le dire enfin à voix haute ? J'avais gardé le silence pour protéger ma sœur toutes ces années. Mais en regardant ma famille, mes parents qui avaient toujours choisi Rachel, mes proches qui l'avaient vu me maltraiter pendant des décennies sans intervenir, Rachel elle-même, son beau visage maintenant déformé par la peur et la colère, je me suis demandé qui je protégeais vraiment, et à quel prix. Le secret de ce qui s'était passé il y a 5 ans me rongeait de l'intérieur. Il était peut-être enfin temps de le laisser sortir. Si vous avez déjà eu à choisir entre garder un secret de famille toxique et dire votre vérité, vous savez exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Le poids du silence peut être écrasant, mais le briser, c'est terrifiant aussi. J'étais sur le point de tout changer, pour le meilleur ou pour le pire. Restez avec moi pendant que je révèle ce qui s'est réellement passé il y a 5 ans et comment cela a changé nos vies à tous pour toujours. 5 ans plus tôt, ma vie était différente. J'avais 27 ans, je travaillais dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille, je sortais avec un homme merveilleux nommé David, et nous envisagions notre avenir ensemble. Rachel avait 25 ans et vivait ce qui semblait être sa meilleure vie, faisant la fête constamment, publiant des photos glamour sur les réseaux sociaux et sortant avec une série d'hommes de plus en plus douteux. Nos parents s'inquiétaient pour elle, bien sûr, mais Rachel leur assurait qu'elle créait son réseau et développait sa marque personnelle. Quoi que cela signifie. En réalité, j'avais commencé à entendre des rumeurs sur le comportement plus sauvage de Rachel, consommation de drogue, fête toute la nuit, relations avec des hommes mariés. Mais chaque fois que j'essayais de lui en parler, elle m'accusait d'être jalouse et de la juger. Tout le monde ne veut pas de ta vie ennuyeuse, Jessica, me lançait-elle. Certains d'entre nous veulent vraiment vivre un peu. Alors, j'ai arrêté d'essayer. Je me suis concentré sur ma propre vie, ma carrière, ma relation avec David. Rachel et moi nous sommes éloignés, ne nous parlant que lors des réunions de famille où elle jouait le rôle de la sœur adorée pour le plus grand plaisir de nos parents. Puis est arrivé l'appel téléphonique qui a tout changé. Il était 3 heures du matin quand mon téléphone a sonné. Je l'ai attrapé dans l'obscurité, le cœur battant de cette peur particulière qui accompagne les appels au milieu de la nuit. « Allô » ai-je répondu, ensommeillé. « Jessica. » La voix de Rachel était à peine reconnaissable, pâteuse, paniquée. « J'ai besoin d'aide. »« Rachel, qu'est-ce qui ne va pas ? Où es-tu ? » Le Sunset Motel, chambre 117. « S'il te plaît, viens. Ne le dis pas à maman et papa, s'il te plaît. » Elle a raccroché avant que je puisse poser d'autres questions. J'ai réveillé David, lui ai expliqué la situation du mieux que je pouvais, et nous avons conduit jusqu'au motel ensemble. C'était dans un quartier mal famé de la ville, le genre d'endroit loué à l'heure. J'étais terrifié par ce que j'allais trouver. La chambre 117 était au bout d'un couloir faiblement éclairé. J'ai frappé doucement, appelant le nom de Rachel. La porte s'est entr'ouverte et j'ai vu le visage de ma sœur, couvert de bleu, un œil enflé et fermé. « Oh mon Dieu, Rachel » ai-je haleté. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elle m'a tiré à l'intérieur, David me suivant. La chambre était un désastre. Des vêtements éparpillés partout. Des bouteilles vides sur la table de chevet, l'odeur incomparable de vomi et d'autres choses, quelque chose de chimique que j'apprendrai plus tard être de la méthamphétamine. Mais ce qui m'a le plus choqué n'était pas l'apparence de Rachel ou l'état de la chambre. C'était la petite silhouette blottie sur le lit. Une petite fille d'environ 2 ans,
qui nous regardait avec de grands yeux effrayés. « Rachel » ai-je murmuré, « à qui est cet enfant ?» Rachel s'est mise à pleurer. D'énormes sanglots secouaient tout son corps. « C'est la mienne » a-t-elle finalement réussi à dire. Elle s'appelle Lily. Je regardais ma sœur avec incrédulité. La tienne? Comment? Quand? Rachel, je ne savais même pas que tu étais enceinte. Personne ne le savait, dit-elle. Je l'ai cachée. J'allais la faire adopter, mais quand elle est née, je n'ai tout simplement pas pu. Alors, je l'ai élevée. En quelque sorte. En quelque sorte, demanda David, sa voix tendue d'inquiétude. Il s'était approché du lit, les yeux rivés sur la petite fille qui n'avait pas encore émis un son. J'ai une baby-sitter d'habitude, dit Rachel sur la défensive. Mais elle a démissionné la semaine dernière. Elle a dit que je ne la payais pas assez. Et puis ce soir, c'était grave. Qu'est-il arrivé à ton visage, ai-je demandé. Mon petit ami. Ex-petit ami maintenant, je suppose. Il a découvert l'existence de Lily et a pété les plombs. Il a dit que je lui avais menti, ce qui, oui, c'est vrai, mais il n'avait pas à me frapper. David examinait Lily maintenant, sa formation médicale évidente dans la manière prudente dont il la contrôlait. Jessica, dit-il doucement, cet enfant est mal nourri, et je pense qu'elle pourrait être malade. Elle doit aller à l'hôpital. Je regardais ma sœur, la regardais vraiment pour la première fois depuis peut-être des années. Elle était d'une maigreur squelettique, son visage autrefois magnifique ravagé par ce que je reconnaissais maintenant comme des mois, peut-être des années, de consommation de drogue. Elle n'était pas capable de prendre soin d'elle-même, et encore moins d'un enfant. Nous devons vous emmener toutes les deux à l'hôpital, dis-je fermement. Maintenant. Rachel n'a pas discuté, ce qui m'en a dit plus que tout sur la gravité de la situation. Nous les avons conduites aux urgences où les médecins ont confirmé l'évaluation de David. Lily était gravement mal nourrie, avait une otite non traitée et présentait des signes de négligence. Rachel a été testée positive à plusieurs substances et a été admise en observation. Les services de protection de l'enfance ont été appelés, bien sûr. Je me suis assise sur une chaise en plastique dure dans le couloir de l'hôpital, répondant aux questions d'une assistante sociale fatiguée qui avait tout vu. Non, je n'étais pas au courant de l'existence de l'enfant. Non, je n'avais aucune idée que ma sœur consommait des drogues à ce point. Oui, j'étais prête à aider de toutes les manières possibles. Quand l'assistante sociale a mentionné le placement en famille d'accueil pour Lily, quelque chose en moi s'est rebellé. C'était ma nièce, mon sang. Je ne pouvais pas la laisser à des étrangers. Je la prendrais. Me suis-je entendu dire. Temporairement, pendant que ma sœur se fait aider. Je prendrai la garde de Lily. Les jours suivants ont été un tourbillon de paperasse, de comparutions au tribunal et de cours accélérés sur la garde d'enfants. David était un soutien, mais inquiet du changement soudain dans nos vies. Mes parents ont été choqués quand je les ai finalement appelés, plus par la consommation de drogue de Rachel que par l'existence de leur petite fille. Ils ont proposé de prendre Lily eux-mêmes, mais j'ai hésité. Leur aveuglement concernant Rachel me faisait craindre qu'ils n'imposent pas les limites dont elle avait désespérément besoin. Alors, Lily est rentrée à la maison avec moi. Et au cours des mois suivants, alors que Rachel passait par la désintoxication et entrait dans un programme de réhabilitation, je suis devenue une mère de fait pour une enfant de 2 ans traumatisée. Ce n'était pas facile. Lily faisait des cauchemars. Elle se méfiait des adultes, était réticente à parler, sujette à des crises de colère lorsque les routines changeaient. Mais lentement, avec de la patience, de l'amour et de nombreuses consultations avec des psychologues pour enfants, elle a commencé à me faire confiance, à s'épanouir, à devenir l'enfant heureuse et en bonne santé qu'elle aurait dû être depuis le début. Et je suis tombée amoureuse d'elle. Complètement, totalement amoureuse. Lily est devenue le centre de mon monde. David et moi avons adapté nos vies à ses besoins. Et bien que la tension ait finalement eu raison de notre relation, je n'ai jamais regretté ma décision de la prendre. 6 mois après le début de cette nouvelle réalité, la catastrophe a frappé. J'ai développé de graves douleurs abdominales et j'ai été transporté d'urgence à l'hôpital pour ce qui s'est avéré être une rupture de l'appendicite compliquée par une infection massive. L'opération m'a sauvé la vie, mais a entraîné des complications qui m'ont laissé d'importantes cicatrices dans mon système reproducteur. Les médecins ont été doux mais clairs, je ne pourrai jamais porter d'enfant. À l'époque,
consumé par la douleur et concentré sur ma guérison pour pouvoir retourner auprès de Lily, je n'ai pas pleinement réalisé cette perte. Ce n'est que plus tard, bien plus tard, que tout son poids me frapperait. J'étais encore en convalescence quand Rachel est revenue, 8 mois après cette terrible nuit au motel. Elle était sobre, avait l'air en bonne santé et avait un nouveau petit ami à son bras, un riche promoteur immobilier nommé James qui semblait véritablement épris d'elle. Je suis prête à être une maman maintenant, a annoncé Rachel lors de sa première visite à mon appartement. James et moi allons prendre un logement ensemble. Il adore les enfants. Il a hâte de rencontrer Lily. Après tout ce qui s'était passé, après tous les progrès que Lily avait faits, Rachel s'attendait à revenir tranquillement et à récupérer sa fille comme si elle l'avait laissée à une babysitter pour le week-end. Rachel, dis-je prudemment, Lily a traversé beaucoup de choses. Elle est stable maintenant, heureuse. Un changement soudain ne serait pas bon pour elle. C'est ma fille, dit Rachel, la mâchoire obstinément serrée. J'ai fait des erreurs. Je le sais. Mais je vais mieux maintenant. J'ai le droit d'élever mon propre enfant. Je voulais protester. Je voulais souligner que les droits s'accompagnent de responsabilités. Des responsabilités que Rachel avait abdiquées. Je voulais me battre pour Lily de toutes mes forces. Mais ensuite, James a mentionné des avocats chers, et j'ai réalisé que même si j'aimais Lily, même si je croyais qu'elle était mieux avec moi, je n'étais que sa tante. Rachel était sa mère. Et si Rachel pouvait prouver qu'elle était sobre, stable et capable de subvenir aux besoins de Lily, aucun juge ne statuerait contre elle. L'ironie que je deviendrais plus tard ce juge ne m'a pas échappé. Alors, j'ai fait ce que je pensais être juste. J'ai travaillé avec Rachel et son nouveau petit ami pour que Lily retourne chez sa mère. J'ai organisé des séances de thérapie familiale. J'ai fait promettre à Rachel de maintenir les routines de Lily, de continuer sa thérapie, de toujours faire passer les besoins de sa fille en premier. Je le ferai, m'a assuré Rachel. J'ai changé, Jessica. Je sais que tu ne me crois pas, mais c'est vrai. James est bon pour moi. Nous allons être une vraie famille. Je voulais la croire plus que tout. Je voulais croire que Lily serait en sécurité et aimée avec sa mère. Le jour où Rachel a emmené Lily a été le pire jour de ma vie. Pire que d'apprendre que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Pire que lorsque David et moi nous sommes séparés. Lily s'est accrochée à moi, confuse et effrayée malgré toutes nos préparations minutieuses. Ne pars pas, Tati Jessie, sanglotait-elle. Reste avec toi. Je l'ai serrée contre moi, respirant l'odeur douce de ses cheveux. Je te verrai bientôt, ma puce. Je te le promets. Très bientôt. Et tu vas t'amuser avec ta maman et James. Tu te souviens de tous les jouets qu'ils ont achetés pour ta nouvelle chambre? Finalement, Rachel a arraché Lily de mes bras et l'a portée jusqu'à la voiture qui attendait, les pleurs de ma nièce résonnant dans la cage d'escalier longtemps après qu'ils aient disparu de ma vue. Rachel et James ont déménagé à l'autre bout du pays un mois plus tard. Pendant un certain temps, Rachel m'a envoyé des nouvelles régulières et m'a permis de discuter en vidéo avec Lily, mais peu à peu, les appels sont devenus moins fréquents, les nouvelles plus laconiques, puis ils ont cessé complètement. Quand j'essayais de contacter Rachel, elle répondait par de brefs SMS, prétendant qu'ils étaient, juste très occupés, et promettant d'appeler bientôt. Ils ne l'ont jamais fait. J'ai envisagé de prendre l'avion pour les voir, mais à quoi cela aurait-il servi? Rachel avait la garde légale. Lily était, de toute évidence, bien soignée, et j'avais ma propre vie à reconstruire. La perte de Lily m'a amené à reconsidérer mon parcours professionnel. J'avais vu de mes propres yeux comment fonctionnait le système judiciaire familial, ses forces et ses nombreuses failles. Je voulais participer à son amélioration. Lorsqu'un poste de juge s'est libéré, j'ai postulé, mon expérience personnelle façonnant mes ambitions professionnelles. En tant que juge, j'ai prêté serment de confidentialité concernant les affaires qui m'étaient présentées. Mais mon expérience avec Lily et Rachel était personnelle, pas professionnelle. Pourtant, je les gardais privées. En partie pour protéger Rachel, en partie pour protéger Lily, et en partie, je l'admets, pour me protéger de la douleur de revisiter cette perte. Mes parents savaient une partie de ce qui s'était passé, bien sûr, mais pas toute l'étendue de la négligence de Rachel ou de mon attachement à Lily. Ils ne savaient certainement pas pour mon infertilité, un chagrin privé que je ne partageais avec personne. Et ainsi le secret est resté enfoui, une ombre sur ma vie que personne d'autre ne pouvait voir,
jusqu'à ce que Marcus, d'une manière ou d'une autre, le déterre et le mette sous la lumière crue de ce dîner de fiançailles. De retour à table, le temps semblait suspendu suite au défi de Marcus. Rachel fut la première à rompre le silence, sa voix aiguë et cassante de panique. « Marcus, je ne sais pas ce que tu crois savoir, mais ce n'est ni le moment ni l'endroit. »« Quel est le bon moment, Rachel ?» interrompit Marcus, sa voix étonnamment douce malgré la fermeté de ses mots. « Après notre mariage ? Après que tu aies construit un autre mensonge élaboré dans lequel je devrais vivre ?» Il se tourna vers moi, son expression s'adoucissant. « Jessica, je suis désolé de te mettre dans l'embarras comme ça, mais j'ai trouvé de vieux dossiers au travail la semaine dernière. Des affaires impliquant ta sœur. J'ai essayé d'en parler à Rachel en privé, mais elle n'arrête pas de tout nier. » Rachel se leva si brusquement que sa chaise tomba en arrière. « Tu n'avais pas le droit de fouiller dans ces dossiers. Ce sont des informations confidentielles. »« Je ne les cherchais pas, » dit calmement Marcus. « Je faisais des recherches sur une affaire similaire et j'ai reconnu ton nom. Et une fois que je l'ai lu, je ne pouvais plus l'ignorer. » Ma mère nous regardait, confuse. « Quel dossier ? De quoi parle-t-il, Rachel ?» Rachel l'ignora, concentrant toute sa fureur sur moi. « C'est de ta faute, » siffla-t-elle. « Tu es jalouse. Tu as toujours été jalouse de moi, et maintenant tu essaies de ruiner la seule bonne chose dans ma vie. » L'injustice de son accusation a brisé quelque chose en moi. Après des années de silence, des années à absorber la cruauté de Rachel sans riposter, des années à la protéger à mes dépens, quelque chose a finalement cédé. « Ma faute ? » répétai-je, ma voix étonnamment stable. « Rachel, je garde tes secrets depuis 5 ans. Je t'ai laissé te moquer de moi, me rabaisser, faire des blagues sur mon absence d'enfant alors que tu sais pourquoi je ne peux pas en avoir. J'ai tout fait pour te protéger, et c'est comme ça que tu me remercies. »« Jessica, » dit mon père, sa voix porteuse d'un avertissement. « Quelle que soit la raison, nous n'avons pas besoin de laver notre linge sale en public. » J'ai ri. Un son si amer que je l'ai à peine reconnu comme venant de moi. Bien sûr que non. Dieu nous en préserve de reconnaître quoi que ce soit de désagréable dans cette famille. Dieu nous en préserve que Rachel fasse un jour face aux conséquences de ses actes. « Quels actes ? » exigea ma mère. « Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe ?» J'ai regardé Marcus, qui a hoché la tête d'un air encourageant. Puis j'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit la vérité. Toute la vérité. L'appel tard dans la nuit. Trouver Rachel battue et droguée avec une petite fille dont j'ignorais l'existence. Prendre la garde de Lily pendant que Rachel allait en cure de désintoxication. Tomber amoureuse de ma nièce. L'opération qui m'a rendue stérile. Le retour de Rachel avec son nouveau petit ami riche, sa décision de reprendre Lily. La dernière fois que j'ai parlé à Lily, c'était il y a plus de 4 ans, ai-je conclu, la voix brisée. Rachel a déménagé à l'autre bout du pays et a progressivement coupé tout contact. Je ne me suis pas battu parce que je pensais que Lily était mieux avec sa mère. Je pensais que Rachel avait changé. Le silence qui a suivi mon récit était assourdissant. Ma mère fut la première à parler. Sa voix était faible de choc. « Tu as eu un bébé ?» demanda-t-elle à Rachel. « Nous avons une petite fille que nous n'avons jamais rencontrée ?» Le visage de Rachel était passé de pâle à rouge pendant mon récit. « Ce n'était pas comme ça » insista-t-elle. Jessica fait paraître ça pire que ça ne l'était. Je traversais une mauvaise passe, oui, mais je me suis rétabli. Je suis devenu sobre. J'ai pris mes responsabilités. Vraiment, demanda doucement Marcus. Parce que selon les dossiers que j'ai trouvés, tu as de nouveau abandonné Lily moins d'1 an après l'avoir reprise à Jessica. C'était mon tour d'être choqué. Quoi ? Marcus hocha la tête d'un air sombre. Quand ça n'a pas marché avec James, Rachel a laissé Lily avec lui. Il a essayé de s'occuper d'elle pendant un certain temps, mais a finalement contacté les services sociaux parce qu'il n'était pas son père biologique et n'avait aucun statut légal. Lily a fini en famille d'accueil. La pièce tournait autour de moi. Lily en famille d'accueil ? Après tout ce que j'avais fait pour la tenir à l'écart du système. Est-ce que c'est vrai ? Ai-je demandé à Rachel, ma voix à peine un murmure. James était censé s'occuper d'elle, dit Rachel sur la défensive. Il a dit qu'il le ferait. Il avait l'argent, la grande maison. Mais ensuite,
il a rencontré quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune, et soudain, il ne voulait plus jouer au papa. Alors tu as juste laissé ta fille avec lui, dit mon père, sa voix incrédule. Ton propre enfant. J'étais de nouveau dans une mauvaise passe, admit Rachel. Je ne pouvais pas m'occuper d'elle. Je pensais qu'elle serait mieux avec James. Je me sentais physiquement malade. Pendant tout ce temps, je m'étais consolé en pensant que Lily était au moins en sécurité et aimée, même si ce n'était pas avec moi. Apprendre qu'elle avait été abandonnée à nouveau, qu'elle avait fini dans le système même que j'avais si désespérément essayé de lui éviter, était presque insupportable. Comment as-tu pu ne pas me le dire, ai-je demandé, les larmes coulant sur mon visage. Je l'aurais reprise sans hésiter. Tu le savais. J'avais honte. D'accord, cria Rachel. J'ai encore échoué. C'est ce que vous voulez entendre? La fille modèle, Jessica, n'échouerait jamais comme ça. Ne ferait jamais ces erreurs. Tu serais la mère parfaite, n'est-ce pas? Tu ne laisserais jamais personne tomber. Ce n'est pas juste, dis-je. Je n'ai jamais prétendu être parfaite. Mais j'aimais Lily. Je l'aime toujours. Et tu me l'as caché. Arrêtez, toutes les deux, intervint ma mère. Ça ne nous mène nulle part. Rachel, nous discuterons de ta tromperie plus tard. Pour l'instant, Marcus, es-tu en train de dire que notre petite fille est actuellement en famille d'accueil? Marcus hésita. Les dossiers que j'ai trouvés datent de 3 ans. Je ne connais pas sa situation actuelle. À ce stade, le dîner avait complètement dégénéré. Les parents chuchotaient entre eux, certains semblant choqués, d'autres critiques. Les amis de Rachel étaient clairement mal à l'aise, essayant de se fondre dans le décor de ce drame familial. Ma tante Gloria se leva. Je pense que nous devrions peut-être laisser la famille régler ça en privé, suggéra-t-elle. Beverly, Thomas, merci pour le dîner. Rachel, Marcus, encore félicitations pour vos fiançailles. Il y eut un murmure d'approbation alors que les invités commençaient à s'excuser et à partir. En quelques minutes, seule la famille proche restait, mes parents, Rachel, Marcus et moi. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça, dit Rachel à Marcus dès que le dernier invité fut parti. Tu m'as humilié devant tout le monde. Je ne voulais pas, répondit Marcus. J'ai essayé de te parler en privé pendant une semaine, mais tu n'arrêtais pas d'éviter la conversation. Et puis ce soir, la façon dont tu traitais Jessica. Je ne pouvais plus rester silencieux. Alors tu as décidé de faire exploser notre dîner de fiançailles. Super timing, Marcus. Rachel, interrompit mon père. Arrête d'essayer de faire porter le chapeau à Marcus. Il s'agit de toi, qui nous a menti pendant des années. D'avoir eu un enfant dont nous ignorions l'existence. D'avoir abandonné cet enfant, non pas une, mais 2 fois. Les yeux de Rachel se remplirent de larmes. Je savais que vous me jugeriez. C'est pour ça que je ne vous l'ai pas dit. Nous sommes tes parents, dit ma mère, la voix brisée. Nous t'aurions aidé. Nous aurions été là pour toi et pour notre petite fille. Comme vous avez été là pour moi quand Jessica a pris Lily, rétorqua Rachel. Vous n'avez même pas proposé d'aider à l'époque. Vous étiez trop occupé à être déçu par moi. Parce que tu te droguais, s'exclama mon père. Parce que tu nous avais caché une grossesse et un enfant pendant des années. À quoi t'attendais-tu, Rachel? Une parade? Alors que mes parents et Rachel continuaient de se disputer, Marcus s'est assis à côté de moi sur le canapé. Je suis désolé, dit-il doucement. Je ne voulais pas te prendre en embuscade comme ça. Je ne pouvais tout simplement pas l'épouser sans connaître la vérité, et elle ne voulait pas me la dire. J'ai hoché la tête, essayant toujours de tout assimiler. Que sais-tu sur Lily? Je veux dire, pas beaucoup plus que ce que j'ai dit. Les dossiers ne contenaient que le rapport initial des services sociaux quand James l'a abandonnée. Je ne sais pas où elle a fini. Je dois la trouver, dis-je, une nouvelle détermination m'envahissant. Je dois savoir qu'elle va bien. Marcus me serra la main. Je t'aiderai. J'ai des contacts dans le système. De l'autre côté de la pièce, la dispute s'était envenimée. Rachel sanglotait maintenant. Ma mère pleurait aussi. Et mon père avait l'air plus abattu que je ne l'avais jamais vu. Tout ça, c'est la faute de Jessica, pleura Rachel. Elle a toujours été jalouse de moi. Elle t'a retourné contre moi,
et maintenant elle a aussi retourné Marcus contre moi. Ma mère, à ma grande surprise, a levé les yeux au ciel. Rachel, arrête. Ce rôle de victime fonctionne peut-être avec des étrangers, mais nous te connaissons depuis toujours. Cette situation est entièrement de ta faute. Rachel regarda notre mère, incrédule. Pour la première fois peut-être, ma mère tenait Rachel pour responsable au lieu de lui trouver des excuses. Je pars, annonça Rachel en attrapant son sac. Marcus, tu viens. Marcus se leva mais ne bougea pas vers elle. Je pense que nous avons besoin de prendre nos distances, Rachel. Pour réfléchir. Tu romps avec moi? Pour ça? Je ne romps pas avec toi. Je dis juste que nous avons besoin de temps. C'est beaucoup à digérer. Très bien, dit Rachel. Prends tout le temps dont tu as besoin. Mais ne t'attends pas à ce que j'attende quand tu auras enfin repris tes esprits. Elle est sortie en trombe, claquant la porte d'entrée derrière elle. Nous quatre sommes restés dans un silence gêné pendant un long moment. Je devrais y aller aussi, dis-je finalement. Il est tard et j'ai une audience demain matin. Jessica. Commença mon père, mais j'ai secoué la tête. Pas maintenant, papa. Je ne peux pas avoir cette conversation maintenant. J'ai rassemblé mes affaires et me suis dirigé vers la porte. Marcus m'a suivi. Je t'appellerai demain, a-t-il promis. Pour Lily. J'ai hoché la tête, trop épuisé émotionnellement pour parler, et je suis rentré chez moi dans un état second. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec plusieurs appels manqués et SMS de mes parents. Je les ai ignorés, ayant besoin de temps pour me ressaisir avant d'affronter leurs questions et récriminations. Mais quand mon téléphone a sonné à nouveau alors que je partais au travail, j'ai répondu sans vérifier l'identité de l'appelant, supposant que c'était le tribunal. Allô? Jessica. La voix de ma mère était tendue de colère. Nous devons parler de ce que tu as fait hier soir. Je me suis arrêté net. Ce que j'ai fait? Tu as humilié ta sœur devant son fiancé et toute notre famille. Tu as déterré de vieilles histoires que personne n'avait besoin de savoir. Rachel est dévastée. Je n'en croyais pas mes oreilles. Maman, Rachel nous ment à tous depuis des années. Elle a abandonné son enfant, ta petite fille, et ne l'a jamais dit à personne. Et c'est contre moi que tu es en colère? C'est du passé, insista ma mère. Rachel a travaillé dur pour changer sa vie. Elle est enfin heureuse, enfin stable. Et tu ne pouvais pas le supporter, n'est-ce pas? Il fallait que tu gâches tout pour elle. Je n'ai rien gâché. Dis-je, ma voix montant malgré mes efforts pour rester calme. Marcus a découvert la vérité par lui-même. Tout ce que j'ai fait, c'est la confirmer quand il a demandé. Tu aurais pu nier. Tu aurais pu protéger ta sœur. Comme je l'ai protégée toute ma vie? À quel moment Rachel prend-elle la responsabilité de ses propres actes, maman? À quel moment, papa et toi, la tenez-vous pour responsable au lieu de lui trouver des excuses? Ma mère resta silencieuse un long moment. Nous avons toujours essayé d'être juste avec vous deux, dit-elle finalement. Mais tu as toujours été si capable, si indépendante. Rachel avait besoin de plus de soutien. Rachel avait besoin de limites, ai-je corrigé. Elle avait besoin de conséquences pour ses actes. Au lieu de ça, vous lui avez appris qu'elle pouvait faire ce qu'elle voulait et que quelqu'un d'autre nettoierait ses dégâts, généralement moi. Ce n'est pas juste, Jessica. Rien de tout ça n'est juste. Acquiescez-je. Il n'est pas juste que Rachel ait abandonné sa fille. Il n'est pas juste que Lily ait fini en famille d'accueil alors que je l'aurais volontiers élevée. Et il n'est pas juste que tu m'appelles pour me réprimander au lieu de tenir ta plus jeune fille responsable de ses choix. Nous voulons juste la paix dans la famille, plaida ma mère. Ne peux-tu pas t'excuser auprès de Rachel? Essayer d'arranger les choses? J'ai ri amèrement. Arranger les choses? Maman, est-ce que tu t'entends? La seule chose qui arrangerait les choses, c'est de trouver Lily et de s'assurer qu'elle va bien. C'est ce que j'ai l'intention de faire, avec ou sans votre soutien. J'ai raccroché, les mains tremblantes de colère et de chagrin. Pour la première fois de ma vie, j'en avais fini de protéger Rachel, d'encourager le favoritisme de mes parents, de sacrifier mon propre bien-être pour maintenir une façade d'harmonie familiale. Il était temps de trouver ma nièce et, peut-être, de trouver une certaine justice pour nous deux.
Si vous avez déjà dû affronter votre famille et choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est confortable, vous savez que cela demande tout le courage que vous avez. Mais parfois, ce moment où vous défendez votre vérité est le premier pas vers la guérison de blessures que vous ne saviez même pas pouvoir guérir. Alors que je me lançais à la recherche de Lily, je n'avais aucune idée de la façon dont ce voyage transformerait non seulement ma vie, mais aussi celle de tous les membres de ma famille. Restez avec moi pendant que je partage ce qui s'est passé ensuite. Le lendemain du dîner désastreux, je me suis mise en arrêt maladie pour la première fois de ma carrière. Je ne pouvais pas me concentrer sur les problèmes des autres familles alors que la mienne était dans un tel désarroi. Au lieu de ça, j'ai retrouvé Marcus pour un café dans un petit établissement tranquille du centre-ville, loin des regards indiscrets et des visages familiers. Merci de me rencontrer, ai-je dit alors qu'il s'installait en face de moi. Il avait l'air fatigué, les cernes sous ses yeux suggérant qu'il n'avait pas beaucoup dormi non plus. Bien sûr, répondit-il. Comment tu tiens le coup? J'ai eu un rire creux. Aussi bien que possible. Ma mère a appelé ce matin pour me reprocher d'avoir ruiné le bonheur de Rachel. Apparemment, je suis censé m'excuser auprès d'elle. Marcus secoua la tête. Je ne sais même pas quoi dire à ça. Bienvenue dans la dynamique de la famille Morgan, dis-je sèchement. Rachel fait quelque chose de terrible, on me reproche de ne pas l'avoir bien couvert. C'est notre schéma depuis l'enfance. Je commence à comprendre ça, dit Marcus doucement. Je savais que Rachel avait des problèmes. Tout le monde a un passé, n'est-ce pas? Mais je n'avais aucune idée de l'ampleur. Les mensonges, la manipulation. C'est comme si j'étais sorti avec une personne complètement différente de ce qu'elle est vraiment. Rachel est très douée pour montrer aux gens ce qu'ils veulent voir, ai-je reconnu. Je ne pense même plus qu'elle le fasse consciemment. C'est juste sa façon de naviguer dans le monde. Marcus hocha la tête, pensif. J'ai réfléchi à notre relation, à toutes les incohérences que j'ai remarquées mais que j'ai ignorées. La façon dont ces histoires ne collent parfois pas tout à fait. Les lacunes mystérieuses dans son histoire. Je me sens tellement idiot. Tu n'es pas un idiot, l'ai-je rassuré. Rachel est extraordinairement charmante quand elle le veut, et elle a eu toute une vie pour s'entraîner à cacher sa vraie nature. Quand même, soupira-t-il. Je suis procureur. Je suis censé être bon pour repérer les mensonges. C'est différent quand on aime quelqu'un, dis-je doucement. Nous avons tous des angles morts pour les personnes qui nous sont chères. Nous sommes restés en silence un moment, chacun perdu dans ses pensées. Finalement, je nous ai ramenés à la raison de notre rencontre. Tu as dit que tu pourrais peut-être m'aider à trouver Lily. Marcus se redressa, passant en mode professionnel. Oui, j'ai une collègue au service de protection de l'enfance qui me doit une faveur. Je lui ai parlé ce matin et elle a accepté de se pencher sur le cas de Lily. Ça pourrait prendre quelques jours, cependant. Ces dossiers peuvent être compliqués, surtout si Lily a déménagé entre différentes juridictions. Je comprends, dis-je, essayant de tempérer mon impatience. Et j'apprécie ton aide. Je sais que ça te met dans une position délicate avec Rachel. Rachel et moi. Il hésita. Je ne sais pas ce qui va se passer avec nous, pour être honnête. Je tiens à elle, mais je ne sais pas si je peux encore lui faire confiance, et la confiance est essentielle dans un mariage. J'ai hoché la tête, ne sachant que dire. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir potentiellement détruit les fiançailles de ma sœur, mais une plus grande partie reconnaissait que Rachel l'avait fait elle-même avec ses mensonges et sa manipulation. Et toi? Demanda Marcus. Es-tu préparé à ce que nous pourrions trouver? Lily aurait quoi, 7 ans maintenant? Elle ne se souvient peut-être pas de toi. La pensée était comme un couteau dans mon cœur, mais j'y avais pensé. Je sais. Et elle est peut-être dans une bonne situation maintenant, adoptée par une famille aimante, heureuse et épanouie. Si c'est le cas, je ne perturberai pas sa vie. J'ai juste besoin de savoir qu'elle va bien. Et si ce n'est pas le cas? Si elle est toujours dans le système? Alors je ferai tout ce qu'il faut pour obtenir sa garde, dis-je fermement. Je l'ai laissée tomber une fois en laissant Rachel la prendre. Je ne la laisserai pas tomber à nouveau. Marcus m'a étudié un long moment, puis a hoché la tête. Je te crois. Et je t'aiderai de toutes les manières possibles. Fidèle à sa parole, le contact de Marcus à l'aide sociale à l'enfance, ASE, a abouti 3 jours plus tard. Lily était en effet toujours dans le système de placement familial,
ayant été déplacée entre 4 foyers différents au cours des 3 dernières années. Son placement actuel était chez une mère d'accueil nommée Eleanor Reed, spécialisée dans les enfants ayant des problèmes émotionnels et comportementaux. Armé de ces informations et d'une stratégie juridique soigneusement élaborée, j'ai pris un autre jour de congé et j'ai conduit jusqu'au quartier de banlieue où vivait Eleanor Reed. La maison était un modeste plain-pied avec un jardin bien entretenu et un panier de basket dans l'allée. Il y avait des jouets éparpillés sur la pelouse, preuve que des enfants vivaient ici et étaient autorisés à jouer librement. Je suis resté assise dans ma voiture pendant plusieurs minutes, rassemblant mon courage. Et si Lily ne se souvenait pas de moi? Et si elle était en colère que je l'ai laissée partir? Et si elle me rejetait carrément? Finalement, je me suis forcé à m'approcher de la porte et à sonner. Une femme dans la cinquantaine, avec des yeux bienveillants et une attitude pragmatique, m'a ouvert. « Eleanor Reed ?» ai-je demandé. « Je m'appelle Jessica Morgan. » J'ai appelé plutôt à propos de Lily. La reconnaissance est apparue sur son visage. « Oui, bien sûr. Entrez, je vous en prie. » Elle m'a conduite à un salon confortable et m'a fait signe de m'asseoir. « Lily est à l'école en ce moment », a-t-elle expliqué. Elle devrait être à la maison dans environ 1 heure. Ça nous laisse le temps de parler, ce qui est important, je pense, avant que vous ne la voyiez. J'ai hoché la tête, à la fois soulagé et déçu. Comment va-t-elle? L'expression d'Eleanor était soigneusement neutre. Lily est compliquée. Elle est extrêmement intelligente, créative, sensible. Mais elle a de gros problèmes de confiance. Comme on peut s'y attendre vu son histoire. Elle a du mal avec l'attachement, à croire que les gens qui disent l'aimer ne finiront pas par partir. Mon cœur s'est serré à cette description. A-t-elle parlé de sa petite enfance, de sa mère ou de moi? Elle ne parle pas beaucoup de son passé, dit Eleanor. Mais elle a un souvenir clair qu'elle mentionne parfois. Une femme qu'elle appelle Tati Jessil qui lui chantait des chansons et la faisait se sentir en sécurité. Serait-ce vous? Les larmes me sont montées aux yeux. Oui, ai-je murmuré. Oui, c'est moi. L'expression d'Eleanor s'est adoucie. Je le pensais. Le timing correspond au peu d'informations que j'ai sur son cas. Puis-je vous demander comment elle s'est retrouvée spécifiquement sous votre garde? Lily a connu plusieurs placements en famille d'accueil, expliqua Eleanor. C'est ce que le système appelle un placement difficile. Elle a du mal à créer des liens avec les parents d'accueil, se met souvent en colère quand elle commence à se sentir à l'aise quelque part. Presque comme si elle testait s'ils allaient la renvoyer. Et malheureusement, plusieurs l'ont fait. Je l'ai depuis environ 8 mois maintenant. Nous avons eu nos défis, mais nous progressons. J'ai hoché la tête, essayant d'absorber ces informations sans me laisser submerger. Que se passe-t-il maintenant, légalement? Je veux dire, je suis sa tante, mais je n'ai actuellement aucun droit de garde. Cela dépend de ce que vous voulez qu'il se passe, dit franchement Eleanor. Cherchez-vous à rétablir le contact avec Lily, à lui rendre visite occasionnellement, ou cherchez-vous à obtenir la garde? En fin de compte, je veux ce qui est le mieux pour Lily, dis-je prudemment. Si c'est de rester avec vous, alors je ne perturberai jamais cela. Mais oui, idéalement, j'aimerais demander la garde. Je n'ai jamais cessé de l'aimer ou de penser à elle. Eleanor m'a étudié pensivement. J'apprécie votre honnêteté et votre considération pour le bien-être de Lily. Trop souvent, je vois des membres de la famille biologique revenir dans la vie d'un enfant en s'attendant à ce que tout soit facile, sans comprendre les dommages qui ont été causés. Je comprends que ce ne sera pas facile, l'ai-je assuré. Je suis juge aux affaires familiales. Je vois ces cas tous les jours. Je sais que le chemin à parcourir sera long et compliqué pour nous deux. Elle a haussé un sourcil. Une juge? C'est impressionnant. Mon expérience avec Lily a en fait influencé mon parcours professionnel, ai-je admis. Je voulais être en mesure d'aider des enfants comme elle. Avant qu'Eleanor ne puisse répondre, nous avons entendu la porte d'entrée s'ouvrir et le son de voix d'enfant dans le couloir. Ce doit être Lily et les autres, dit Eleanor en se levant. Je vais lui parler d'abord. Lui expliquer qui vous êtes. Il serait peut-être préférable que cette première rencontre soit brève. Nous ne voulons pas la submerger. J'ai hoché la tête, le cœur battant à tout rompre. Bien sûr, tout ce que vous pensez être le mieux. Eleanor a quitté la pièce et je l'ai entendu saluer les enfants, demandant à certains de commencer leur devoir ou de prendre un goûter.
Puis il y a eu une conversation plus calme que je n'ai pas pu distinguer, suivie de pas s'approchant du salon. Et puis elle était là. Lily. 5 ans de plus que la dernière fois que je l'avais vue, mais incontestablement le même enfant. Elle avait les traits délicats de Rachel, mais des cheveux plus foncés et des yeux qui me rappelaient notre père. Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, à moitié cachée derrière Eleanor, me regardant avec une lassitude qui me brisait le cœur. Lily, dit doucement Eleanor. Voici Jessica. Elle dit qu'elle est ta tante. Te souviens-tu d'elle? Lily me fixa un long moment, son expression illisible. Puis, d'une petite voix, elle demanda, Tati Jessie? J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de la boule dans ma gorge. Tu chantais la chanson du dinosaure, dit-elle. Ce n'était pas une question. Oui, ai-je réussi à dire. Celle sur le dinosaure qui avait peur du noir jusqu'à ce que sa maman lui donne une veilleuse. Un petit sourire a vacillé sur son visage. Et faisait des ombres chinoises sur le mur. C'est ça. Dis-je en souriant à travers mes larmes. Tu t'en souviens. Je pensais que tu étais parti pour toujours, dit Lily, une pointe d'accusation dans la voix. Comme tout le monde. Je suis tellement désolé, Lily, dis-je, résistant à l'envie de traverser la pièce et de la prendre dans mes bras. Je n'ai jamais voulu te quitter. Je n'ai jamais cessé de penser à toi ou de t'aimer. Elle m'a regardé avec scepticisme, avec une maturité qu'aucun enfant de 7 ans ne devrait posséder. C'est ce qu'ils disent tous. Je sais, ai-je reconnu. Et je sais qu'il n'est pas juste de te demander de me faire confiance tout de suite. Mais j'espère que tu me donneras une chance de te le prouver. Lily leva les yeux vers Eleanor, qui hocha la tête d'un air encourageant. Mademoiselle Ellie dit que tu veux me rendre visite parfois. J'aimerais beaucoup ça, dis-je. Si ça te va. Lily réfléchit un instant. Je suppose que ce serait d'accord. Dit-elle finalement avec le faux détachement d'un enfant qui essaie de ne pas montrer à quel point il s'en soucie. Si tu veux. Je le veux, l'ai-je assuré. Vraiment beaucoup. Notre première rencontre fut brève, comme l'avait suggéré Eleanor. Nous avons un peu parlé de l'école de Lily, de ses matières préférées, l'art et les sciences, et du livre qu'elle lisait actuellement. J'ai fait attention à ne pas faire de promesses que je ne pouvais pas tenir, ou à ne pas forcer une connexion émotionnelle plus profonde qu'elle n'était prête à accepter. Quand il fut temps pour moi de partir, Lily m'a surprise en demandant « Tu reviendras demain ?» Si mademoiselle Ellie est d'accord, ai-je répondu, cherchant l'approbation de la mère d'accueil. Eleanor a souri. Je pense que ce serait bien. Peut-être pourriez-vous venir dîner. J'ai accepté avec empressement, comptant déjà les heures jusqu'à ce que je puisse revoir Lily. Au cours des semaines suivantes, j'ai établi une routine de visite régulière avec Lily. J'ai réorganisé mon emploi du temps au tribunal pour libérer des après-midi et des week-ends. Eleanor était un soutien, reconnaissant l'effet positif que notre reconnexion avait sur Lily, malgré quelques revers initiaux. Pendant ce temps, j'ai également rencontré Marcus pour discuter de la stratégie juridique. Son expérience en tant que procureur, combinée à ma connaissance du tribunal de la famille, nous a donné une base solide pour construire un dossier de garde. Le fait que tu aies déjà eu la garde temporaire de Lily joue en ta faveur, a souligné Marcus lors d'une de nos séances de stratégie, ainsi que ta profession et ta stabilité financière. Le principal obstacle sera d'expliquer pourquoi tu n'as pas maintenu le contact avec Lily après que Rachel l'ait reprise. J'ai fait confiance à ma sœur, dis-je simplement. Je croyais qu'elle avait changé et qu'elle serait une bonne mère. Le temps que je réalise que quelque chose n'allait pas, elles avaient déménagé à l'autre bout du pays et Rachel avait coupé la communication. Je ne savais pas que Lily avait été de nouveau abandonnée avant que tu ne me le dises au dîner. Marcus hocha la tête. C'est compréhensible. Et c'est la vérité, ce qui est toujours la meilleure approche au tribunal. Et Rachel? Ai-je demandé avec hésitation. Lui as-tu parlé? L'expression de Marcus se durcit. Brièvement. Elle ne prend pas bien les choses. Elle s'est convaincue que toi et moi avons conspiré pour ruiner sa vie, que nous avons une sorte de liaison. J'ai grimacé. Ça ressemble à Rachel qui réécrit la réalité pour se faire passer pour la victime. Elle a menacé de contester toute demande de garde, a prévenu Marcus. Elle dit qu'elle est la mère de Lily et qu'elle a des droits. Des droits qu'elle a abdiqués il y a des années, ai-je souligné. Mais oui, je m'y attendais.
Rachel n'a jamais été capable d'admettre quand elle a tort ou d'accepter les conséquences de ses actes. Il y a autre chose que tu devrais savoir, dit gravement Marcus. Quelque chose que j'ai découvert lors de mon enquête. Rachel a reçu des pensions alimentaires de James toutes ces années, même après avoir laissé Lily avec lui. Je l'ai regardé, incrédule. Comment est-ce possible? James a continué les paiements, en supposant que l'argent allait aux soins de Lily en famille d'accueil. Rachel n'a jamais corrigé son hypothèse. La révélation n'aurait pas dû me choquer, compte tenu de tout ce que je savais sur ma sœur, mais d'une manière ou d'une autre, elle m'a quand même surprise. Alors elle a abandonné son enfant mais a continué à prendre de l'argent destiné à ses soins. C'est de la fraude. C'en est une, acquiesça sombrement Marcus. Et c'est une preuve que nous pouvons utiliser au tribunal si nécessaire. J'ai hoché la tête, ressentant un étrange mélange de tristesse et de détermination. Je n'ai jamais voulu que ça en arrive là, ai-je admis. Une bataille juridique contre ma propre sœur. Mais Lily mérite mieux que ce que Rachel lui a donné. Elle mérite la stabilité, l'amour, la constance. Elle te mérite, dit simplement Marcus. Alors que ma relation avec Lily se renforçait et que ma stratégie juridique prenait forme, je savais que j'approchais d'un point de non-retour. Demander la garde signifierait modifier de façon permanente ma relation avec ma sœur, peut-être aussi avec mes parents. Cela signifierait m'engager à élever un enfant avec des besoins émotionnels importants, réorganiser ma vie et ma carrière pour elle. Mais quand je regardais Lily, son sourire prudent qui apparaissait plus fréquemment maintenant, ses yeux intelligents qui me surveillaient pour des signes de rejet, la façon dont elle se laissait progressivement s'appuyer contre moi pendant nos séances de lecture, je savais qu'il n'y avait pas de choix à faire. Je l'avais laissée tomber une fois. Je ne la laisserai pas tomber à nouveau. Le jour où j'ai déposé la demande de garde a été à la fois terrifiant et libérateur. Je prenais position non seulement pour Lily, mais aussi pour moi-même. Pour la première fois de ma vie, je remettais directement en question la dynamique familiale qui m'avait façonné et souvent blessé. Je disais clairement et publiquement que le comportement de Rachel était inacceptable, que son charme et sa manipulation ne la protégeraient plus des conséquences. Comme je m'y attendais, Rachel a riposté immédiatement. Elle a appelé nos parents, leur a dit que j'essayais de lui voler sa fille. Elle m'a envoyé des SMS et des messages vocaux menaçants. Elle a même contacté mes supérieurs au tribunal, suggérant que j'abusais de ma position de juge pour poursuivre une vendetta personnelle. Rien de tout cela ne m'a dissuadé. Avec le soutien de Marcus et les conseils d'Eleanor, je suis resté concentré sur ce qui comptait, donner à Lily le foyer stable et aimant qu'elle méritait. Le processus juridique a avancé et une date d'audience a été fixée. À l'approche du jour J, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. Quoi qu'il arrive, j'avais fait tout ce que je pouvais. J'avais agi par amour pour Lily, pas par colère envers Rachel. Et pour la première fois de ma vie peut-être, je défendais fermement ma propre vérité, peu importe ce que ma famille en pensait. La veille de l'audience, j'ai reçu un appel inattendu de Rachel. « Jessica » dit-elle quand j'ai répondu, sa voix étonnamment sobre. « Nous devons parler. » « Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. » Ai-je répondu prudemment. « Pas la veille du procès. Tout ce que tu veux dire peut passer par nos avocats. » « S'il te plaît, dit-elle, et j'ai été surprise d'entendre ce qui ressemblait à une véritable émotion dans sa voix. « Écoute-moi. Ensuite, tu pourras décider quoi faire. » Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de la rencontrer dans un lieu neutre, un café près de mon appartement. Quand je suis arrivé, Rachel était déjà là, l'air inhabituellement débraillé. La façade polie qu'elle présentait habituellement au monde se fissurait. « Merci d'être venue, dit-elle alors que je m'asseyais en face d'elle. « Que veux-tu, Rachel » ai-je demandé, en gardant ma voix égale. Elle prit une profonde inspiration. « Je veux faire un marché. Laisse tomber l'affaire de la garde et j'arrangerai les choses avec maman et papa. Je leur dirai que tout était un malentendu. Nous pouvons revenir à la situation d'avant. » Je la regardais, incrédule. « La situation d'avant ? Tu veux dire avec toi qui me maltraite à chaque occasion et nos parents qui t'encouragent. Avec Lily en famille d'accueil pendant que tu encaisses des chèques de pension alimentaire destinés à ses soins. C'est ton idée d'arranger les choses ? Tu ne comprends pas, insista Rachel. J'essaie de sauver notre famille. Si tu vas jusqu'au bout demain, si tu racontes à une salle d'audience pleine d'étrangers toutes nos affaires privées, il n'y aura pas de retour en arrière.
Maman et papa ne te le pardonneront jamais. Peut-être pas, ai-je reconnu. Mais j'ai besoin de pouvoir me pardonner à moi-même. Et je ne pourrais jamais le faire si j'abandonnais à nouveau Lily. C'est ma fille, dit Rachel, une note de désespoir dans la voix. Quelles que soient les erreurs que j'ai commises, elle est toujours à moi. Être mère, ce n'est pas seulement la biologie, Rachel. C'est être présente. C'est faire passer les besoins de ton enfant avant les tiens. C'est faire le travail difficile jour après jour, même quand ce n'est pas pratique ou difficile. Tu n'as rien fait de tout ça. Je pourrais changer, insista TL. Je pourrais faire mieux. Je secouai la tête, sans méchanceté. Tu as eu 7 ans pour être la mère de Lily. Tu as choisi de ne pas l'être. Maintenant, je choisis d'être là pour elle de la manière qu'elle mérite. L'expression de Rachel se durcit. Alors c'est ça? Tu choisis une gamine que tu connais à peine plutôt que ta propre sœur? Ta propre famille? Je choisis ce qui est juste, dis-je simplement. Quelque chose que notre famille n'a jamais été très douée à faire. Je me suis levé pour partir, mais Rachel m'a attrapé le poignet. Tu le regretteras, dit-elle, sa voix basse et intense. Quand maman et papa te renieront, quand tu seras toute seule avec une enfant à problème qui te dépasse, tu regretteras de ne pas m'avoir écouté. J'ai doucement retiré sa main de mon poignet. Au revoir, Rachel. On se voit au tribunal demain. En m'éloignant, j'ai ressenti une légèreté inattendue. Les menaces de Rachel, qui m'auraient autrefois terrifié et forcé à obéir, n'avaient plus aucun pouvoir. Je n'étais plus la petite fille désespérée de l'approbation de sa famille, prête à sacrifier son propre bien-être pour maintenir la paix. J'étais une femme qui affirmait son pouvoir, qui se battait pour ce en quoi elle croyait. Demain apporterait ses propres défis, mais pour ce soir, cette prise de conscience suffisait. L'ironie d'entrer dans une salle d'audience familiale en tant que requérante plutôt que comme juge ne m'a pas échappé. J'avais siégé pour d'innombrables audiences de garde, écoutant les arguments passionnés des deux parties, pesant les preuves et les témoignages pour déterminer le sort d'un enfant. Maintenant, ce serait moi qui plaiderais ma cause, soumise à l'évaluation et à la décision d'un autre juge. La salle d'audience était familière et pourtant étrange de cette nouvelle perspective. Les tables en bois poli, le sceau de l'état sur le mur, les chaises légèrement inconfortables, tout semblait différent de l'autre côté de l'estrade. J'étais assise à côté de mon avocat, David Kaufman, un spécialiste respecté du droit de la famille que je connaissais des cercles professionnels. Marcus était assis juste derrière nous, un soutien silencieux qui signifiait plus qu'il ne pouvait l'imaginer. Rachel est arrivée quelques minutes seulement avant le début de l'audience, accompagnée d'un avocat que j'ai reconnu comme étant Stuart Reynolds, l'un des avocats de la famille les plus chers de la ville. Mes parents ont suivi, prenant place juste derrière Rachel dans une démonstration claire d'allégeance. Aucun d'eux n'a regardé dans ma direction. Eleanor est entrée avec le tuteur ad litem de Lily, une femme nommée Patricia Chin, que je savais être minutieuse et axée sur l'enfant. Lily elle-même ne serait pas présente pour la plupart des débats, une pratique standard pour protéger les enfants des confrontations potentiellement traumatisantes en salle d'audience. La juge Harriet Wilson est entrée et nous nous sommes tous levés. J'avais plaidé devant la juge Wilson de nombreuses fois en tant qu'avocate, mais jamais en tant que juge moi-même. Elle était juste, expérimentée et pas facilement influencée par les appels émotionnels. Exactement le genre de juge que j'aspirais à être. « Bonjour », dit la juge Wilson après avoir pris son siège. Nous sommes ici pour l'affaire Morgan contre Morgan, une demande de garde de l'enfant mineur, Lily Morgan. Toutes les parties sont-elles présentes et prêtes à procéder? Les deux avocats ont confirmé qu'ils étaient prêts, et l'audience a commencé. David a présenté notre cas en premier, exposant méthodiquement les faits. Ma garde temporaire antérieure de Lily, mon foyer et ma carrière stable, le lien fort que Lily et moi avions rétabli au cours des dernières semaines. Eleanor a témoigné des progrès de Lily depuis notre reconnexion, décrivant comment l'enfant avait commencé à s'ouvrir, à faire confiance, à montrer moins de problèmes de comportement. Selon votre opinion professionnelle, a demandé David à Eleanor, serait-il dans le meilleur intérêt de Lily d'être placée sous la garde de mademoiselle Morgan? Eleanor n'a pas hésité. Oui. Jessica a montré un engagement constant envers le bien-être de Lily. Elle s'est formée à la parentalité tenant compte des traumatismes, a ajusté son emploi du temps pour répondre aux besoins de Lily, et a fait preuve de patience et de compréhension dans des moments difficiles. Lily a réagi positivement à leur relation. Elle se sent en sécurité avec Jessica,
ce qui n'est pas rien pour un enfant avec l'histoire de Lily. L'avocat de Rachel a contre-interrogé Eleanor agressivement, suggérant que j'avais manipulé Lily ou l'avais montée contre Rachel. Eleanor est restée calme et professionnelle, s'en tenant à ses observations et à son expertise. Ensuite, Marcus a témoigné sur la découverte du cas de Lily et l'enquête subséquente qui a révélé l'abandon de Lily par Rachel et la collecte continue des pensions alimentaires. Lors du contre-interrogatoire, l'avocat de Rachel a tenté de présenter Marcus comme étant partial en raison de sa relation avec moi, insinuant que nous avions conspiré contre Rachel par intérêt romantique l'un pour l'autre. Monsieur Bennett, a demandé Stuart Reynolds, sa voix dégoulinant d'insinuations. Comment décririez-vous votre relation avec Jessica Morgan? Marcus a soutenu son regard. Jessica est mon amie. Nous partageons une préoccupation pour le bien-être de Lily, rien de plus. Une préoccupation qui est commodément apparue après que vous et Rachel vous soyez fiancés. On pourrait s'interroger sur le timing. J'ai découvert le cas de Lily dans le cadre de mon travail, répondit calmement Marcus. Je ne le cherchais pas. Une fois que j'ai su la vérité, je ne pouvais pas en bonne conscience l'ignorer, quelle que soit ma relation avec Rachel. Quand ce fut mon tour de témoigner, je me sentis étrangement calme. Je m'étais préparé intensivement avec David, anticipant les questions difficiles qui allaient venir. J'ai parlé honnêtement de ma relation avec Lily, des circonstances qui avaient conduit à son placement initial avec moi et de la décision déchirante de la rendre à Rachel. Pourquoi n'avez-vous pas maintenu le contact avec Lily après qu'elle ait quitté votre garde, a demandé directement la juge Wilson. J'ai essayé, ai-je expliqué. Pendant les premiers mois, Rachel autorisait les appels vidéo et envoyait des nouvelles. Mais progressivement, ces communications sont devenues moins fréquentes, puis ont cessé. Quand j'essayais de la joindre, Rachel donnait des excuses, disant qu'elle était occupée ou promettait de rappeler bientôt, mais ne le faisait jamais. Finalement, elles ont déménagé et Rachel a cessé de répondre à mes messages. Et vous n'avez pas engagé de poursuite judiciaire à ce moment-là? Non, votre honneur. Je n'avais aucune raison de croire que Lily n'était pas bien soignée. Rachel avait terminé sa cure de désintoxication, semblait stable et avait un partenaire qui la soutenait. J'avais confiance qu'elle était enfin la mère que Lily méritait. La juge Wilson hocha la tête, pensive. Qu'est-ce qui a changé? J'ai appris de Marcus Bennett que Rachel avait de nouveau abandonné Lily, la laissant cette fois avec son petit ami lorsque leur relation a pris fin. Lily a fini en famille d'accueil en conséquence. Si j'avais su cela à l'époque, j'aurais immédiatement demandé la garde. Le contre-interrogatoire de Stuart Reynolds a été brutal, comme je m'y attendais. Il m'a dépeinte comme étant jalouse de Rachel, vindicative, utilisant Lily comme un pion dans une rivalité fraternelle de toute une vie. Il a remis en question ma capacité à m'occuper d'un enfant avec les besoins complexes de Lily tout en maintenant ma carrière exigeante de juge. N'est-il pas vrai, a-t-il demandé, que vous avez toujours été jalouse de la relation de votre sœur avec vos parents, que vous vous êtes toujours senti la seconde? J'ai pris une profonde inspiration avant de répondre. Ma relation avec mes parents est compliquée, comme le sont de nombreuses relations familiales. Mais cette affaire ne porte pas sur ça. Elle porte sur Lily et sur ce qui est le mieux pour elle. Et vous croyez savoir ce qui est le mieux pour Lily mieux que sa propre mère? Je crois que les actes parlent plus que les mots, dis-je calmement. Rachel a eu de nombreuses occasions d'être une mère pour Lily. Elle a choisi à plusieurs reprises de ne pas l'être. Je choisis d'être là pour Lily, de lui donner la stabilité et l'amour qu'elle mérite. Quand Rachel a pris la parole, elle était l'image de la contrition. Les larmes lui sont montées aux yeux alors qu'elle décrivait ses luttes contre la dépendance, ses efforts pour devenir sobre, les décisions difficiles qu'elle avait prises pour le bien de Lily. J'étais jeune et stupide, a-t-elle admis. J'ai fait de terribles erreurs, mais j'ai grandi. J'ai changé. Je veux une chance d'être la mère que ma fille mérite. Mademoiselle Morgan, a demandé la juge Wilson, pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez laissé Lily avec James Crawford lorsque votre relation a pris fin? Rachel s'est tamponné les yeux avec un mouchoir. J'étais dans une mauvaise passe émotionnellement. James était stable, avait un bon travail, une belle maison. Je pensais que Lily serait mieux avec lui temporairement pendant que je me remettais sur pied. Avez-vous maintenu le contact avec Lily pendant cette période? Rachel hésita. J'appelais quand je pouvais. Pas aussi souvent que j'aurais dû. Je le sais maintenant. Et étiez-vous au courant que Monsieur Crawford a finalement remis Lily aux services sociaux? Pas au début, admit Rachel.
Il ne me l'a pas dit. Le temps que je le découvre, elle était déjà dans le système, et ils ont dit que je devrais passer par les tribunaux pour la récupérer. J'essayais de réfléchir à mes prochaines étapes quand tout cela est arrivé. L'expression de la juge Wilson est restée neutre, mais j'avais déjà vu ce léger plissement de ses yeux. Elle ne gobait pas l'histoire de Rachel. Recevez-vous actuellement des pensions alimentaires de Monsieur Crawford? Le sang-froid de Rachel a momentanément flanché. Oui, mais j'ai mis cet argent de côté pour Lily, pour son avenir. Pouvez-vous fournir des documents prouvant ces économies? Pas immédiatement, mais je peux les obtenir. L'interrogatoire a continué, l'histoire de Rachel devenant de plus en plus alambiquée alors qu'elle tentait d'expliquer les preuves accablantes contre elle. Lorsque Stuart Reynolds a produit des témoins de moralité ou des amis qui ont témoigné de la nature changée de Rachel et de ses instincts maternels, leurs déclarations semblaient creuses face au schéma documenté de négligence et d'abandon. Le témoignage le plus puissant est venu vers la fin de la journée, lorsque la thérapeute de Lily, le docteur Sarah Mendes, a pris la parole. Elle a parlé avec éloquence des problèmes d'attachement de Lily, de sa peur de l'abandon et de ses progrès progressifs dans la confiance avec des soignants constants. À mon avis professionnel, a conclu le docteur Mendes, la pire chose pour Lily à ce stade serait une autre rupture de son attachement principal. Elle commence à croire que Jessica ne l'abandonnera pas. La retirer de cette relation maintenant causerait probablement une régression significative de son développement émotionnel. Après le témoignage du docteur Mendes, la juge Wilson a demandé une brève suspension pour examiner les preuves avant d'entendre les plaidoiries finales. En sortant de la salle d'audience, j'ai aperçu Rachel en conversation intense avec son avocat. Elle avait l'air frustrée, sa façade soigneusement construite s'effritant à mesure que la réalité de sa situation devenait claire. Mes parents se tenaient à proximité. Mon père avait l'air sombre, ma mère pleurait ouvertement. Ils n'avaient toujours pas reconnu ma présence, me traitant comme si j'étais invisible. La douleur de leur rejet était réelle, mais plus sourde que ce à quoi je m'attendais. En me battant pour Lily, j'avais trouvé une force que je ne me connaissais pas, une certitude qui transcendait mon besoin de longue date de leur approbation. « Comment tu tiens le coup ?» demanda doucement Marcus, me rejoignant dans le couloir. « Mieux que prévu, ai-je admis. Quoi qu'il arrive, je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais pour Lily. » Marcus hocha la tête. Pour ce que ça vaut, je pense que la juge Wilson voit clair dans le jeu de Rachel. Les incohérences dans son témoignage étaient assez flagrantes. Je l'espère, dis-je. Mais les juges doivent prendre en compte de nombreux facteurs dans les affaires de garde. Ce n'est jamais aussi simple qu'il y paraît. Lorsque nous sommes retournés dans la salle d'audience pour les plaidoiries finales, Stuart Reynolds a brossé un tableau passionné d'une mère qui avait fait des erreurs mais méritait une seconde chance, du lien sacré entre une mère et son enfant qui ne devrait pas être rompu. Il m'a qualifié d'ingérence dans une relation que je ne pouvais pas comprendre, motivée par la jalousie et le ressentiment plutôt que par une réelle préoccupation pour Lily. La plaidoirie de David était plus mesurée, se concentrant sur les faits plutôt que sur l'émotion. Il a rappelé à la cour le schéma d'abandon de Rachel, son incapacité à maintenir le contact avec Lily et sa collecte continue de pensions alimentaires pour un enfant dont elle ne s'occupait pas. Il a souligné mon foyer stable, ma compréhension professionnelle de la dynamique familiale et, surtout, le lien fort que Lily et moi avions formé. Votre honneur, a conclu David, cette affaire se résume finalement à une seule question, qui a constamment fait passer les besoins de Lily en premier? Les preuves montrent clairement que Jessica Morgan a été la seule constante dans la vie de cet enfant, la seule personne qui a toujours considéré le bien-être de Lily avant tout. Nous demandons à la Cour de reconnaître cette réalité et d'accorder la garde exclusive à Madame Morgan. La juge Wilson a remercié les deux avocats et a annoncé qu'elle prendrait un peu de temps pour examiner sa décision. C'est une affaire complexe avec des implications importantes pour toutes les personnes impliquées, en particulier l'enfant, a-t-elle dit. Je veux lui accorder l'attention qu'elle mérite. La Cour se réunira demain matin à 9 h pour ma décision. Les heures d'attente qui ont suivi ont été parmi les plus longues de ma vie. Je suis rentré chez moi dans mon appartement vide, essayant de me distraire avec le travail, la télévision, n'importe quoi qui pourrait m'empêcher de penser à la décision imminente qui façonnerait non seulement mon avenir, mais aussi celui de Lily. J'avais fait tout ce que je pouvais. J'avais dit ma vérité, présenté les preuves et me suis battu pour ce que je croyais juste. Maintenant, c'était entre les mains de la juge Wilson. Vers minuit, mon téléphone a sonné. J'ai répondu sans vérifier l'identité de l'appelant, supposant que ce pourrait être David avec une question ou une information de dernière minute.
Allô? Jessica. C'était la voix de mon père, semblant plus vieille et plus fatiguée que je ne l'avais jamais entendue. Nous devons parler. Je me suis redressé, instantanément alerte. Papa, est-ce que tout va bien? Non, dit-il simplement. Rien ne va. Notre famille se déchire dans une salle d'audience publique. Ta mère n'a pas arrêté de pleurer depuis que nous sommes rentrés. La culpabilité m'a envahi, mais je l'ai repoussée. Je suis désolé pour la douleur de maman. Vraiment. Mais il ne s'agit pas de blesser qui que ce soit. Il s'agit de protéger Lily. Vraiment, a-t-il contesté. Ou s'agit-il de te venger enfin de Rachel pour toutes les fois où tu as senti que nous la favorisions par rapport à toi? L'accusation m'a piqué, mais je l'avais anticipé. Papa, je comprends pourquoi tu pourrais penser ça. Mais je veux que tu réfléchisses à quelque chose. Si j'étais motivé par la jalousie ou la vengeance, est-ce que je me battrais pour assumer la responsabilité d'élever une enfant de 7 ans traumatisée? Est-ce que je réorganiserais toute ma vie, ma carrière, mes projets futurs? Ce n'est pas de la vengeance. C'est de l'amour. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Finalement, mon père soupira. Rachel dit qu'elle a changé, qu'elle mérite une autre chance. Peut-être qu'elle a changé, ai-je concédé. J'espère pour elle que c'est le cas. Mais Lily ne peut pas se permettre d'être un autre test pour la croissance de Rachel. Elle a déjà été abandonnée 2 fois. Elle a besoin de certitude, de stabilité, de permanence. Et tu penses que tu peux lui apporter ça? Je sais que je peux, dis-je avec une conviction tranquille. Je l'aime, papa. Je l'aime depuis le moment où Rachel l'a mise dans mes bras il y a 5 ans. Je n'ai jamais cessé de l'aimer, même quand je ne pouvais pas être avec elle. Une autre longue pause. Ta mère et moi, nous aurions dû voir ce qui se passait. Avec Rachel, avec Lily. Nous aurions dû être là pour vous deux. C'était ce qui se rapprochait le plus d'une excuse de la part de mon père. Oui, ai-je acquiescé doucement. Vous auriez dû. Je ne sais pas ce que la juge décidera demain, a-t-il dit. Mais quoi qu'il arrive, je veux que tu saches que je suis fier de toi, Jessica. D'avoir défendu ce que tu crois juste, même quand ce n'était pas facile. Même quand cela signifiait te dresser contre ta famille. Les larmes ont rempli mes yeux. Merci, papa. Ça signifie plus que tu ne l'imagines. Dors un peu, m'a-t-il conseillé. Demain sera une longue journée pour nous tous. J'ai raccroché, le cœur plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. Les mots de mon père n'étaient pas une réconciliation complète, et ils n'effaçaient certainement pas des décennies de blessures, mais c'était un début, une petite reconnaissance que peut-être, enfin, il me voyait. Le sommeil est finalement venu, bien qu'il ait été agité et rempli de rêves anxieux. Je suis arrivé au palais de justice le lendemain matin, me sentant à la fois épuisé et survolté, les nerfs à vif. Marcus attendait dehors, une tasse de café dans chaque main. Il m'en a tendu une avec un petit sourire. Je me suis dit que tu en aurais besoin. Tu me sauves la vie, dis-je avec reconnaissance, en prenant une longue gorgée. As-tu vu Rachel ou mes parents? Il secoua la tête. Pas encore. Mais j'ai vu Eleanor et la tutrice ad litem entrer il y a quelques minutes. Nous nous sommes dirigés vers la salle d'audience où David révisait déjà ses notes. La pièce s'est progressivement remplie à l'approche de 9 heures. Rachel est arrivée avec Stuart Reynolds, l'air calme mais tendu. Mes parents se sont glissés juste avant que l'huissier n'appelle la cour à l'ordre, prenant place au milieu de la galerie plutôt que directement derrière Rachel comme la veille. J'ai pris cela comme un signe petit mais significatif. La juge Wilson est entrée, son expression ne laissant rien paraître. Après les formalités, elle s'est éclaircie la gorge et s'est adressée à la salle d'audience. Dans les affaires de garde, a-t-elle commencé, la préoccupation première de la cour est toujours l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette norme englobe de nombreux facteurs, la stabilité, la continuité, les besoins émotionnels de l'enfant, la capacité de chaque tuteur potentiel à fournir des soins et des conseils, et l'historique des relations impliquées. Elle a fait une pause, regardant ses notes. Après avoir soigneusement examiné les preuves et les témoignages présentés dans cette affaire, je constate un schéma de comportement clair de la part de Rachel Morgan qui est incompatible avec l'environnement stable et stimulant dont Lily Morgan a besoin. Malgré de multiples occasions de maintenir une relation avec sa fille, Mademoiselle Morgan a choisi à plusieurs reprises de se soustraire à ses responsabilités de parent.
Rachel a émis un petit son de détresse, mais la juge Wilson a continué sans y prêter attention. Inversement, Jessica Morgan a démontré un engagement constant envers le bien-être de Lily, même à un coût personnel important. Le témoignage d'Eleanor Reed, du docteur Mendes et d'autres a établi que Lily a formé un attachement sécurisant avec Madame Morgan et s'épanouit sous ses soins et son attention. Mon cœur a commencé à battre la chamade alors que je réalisais où se dirigeait la décision de la juge Wilson. Par conséquent, il est du jugement de cette cour que la garde légale et physique exclusive de Lily Morgan soit accordée à Jessica Morgan, avec effet immédiat. Le soulagement qui m'a envahi était si intense qu'il en était presque douloureux. À côté de moi, David m'a serré le bras en signe de félicitations silencieuses. De plus, a poursuivi la juge Wilson, compte tenu des preuves d'irrégularité financière concernant les pensions alimentaires, la Cour ordonne à Rachel Morgan de rembourser tous les fonds de pension alimentaire reçus de James Crawford pendant les périodes où Lily n'était pas sous sa garde. Ces fonds seront placés dans une fiducie pour les besoins éducatifs futurs de Lily. Rachel s'est levée brusquement. Ce n'est pas juste. C'est ma fille. Madame Morgan, dit sèchement la juge Wilson. Contrôlez-vous ou vous serez tenu pour outrage au tribunal. Stuart Reynolds a tiré Rachel sur son siège, lui chuchotant de manière urgente à l'oreille. La cour établira un calendrier de visite pour Rachel Morgan, a poursuivi la juge Wilson une fois l'ordre rétabli. Initialement, ces visites seront supervisées par un moniteur désigné par le tribunal. Si Madame Morgan fait preuve d'un engagement constant et d'un comportement approprié pendant ces visites sur une période de 6 mois, nous réexaminerons la possibilité de visites non supervisées. Elle a regardé directement Rachel. Madame Morgan, je veux être clair. Cette décision n'est pas destinée à rompre définitivement votre relation avec votre fille. Si vous démontrez un changement significatif, non seulement en parole, mais en acte, cette cour envisagerait favorablement des droits de visite élargis à l'avenir. La porte n'est pas fermée, à moins que vous ne choisissiez de la fermer. Avec cela, la juge Wilson a conclu l'audience et la salle d'audience a commencé à se vider. Je suis resté assise un moment, essayant d'absorber la réalité de ce qui venait de se passer. J'étais maintenant officiellement la tutrice légale de Lily. La responsabilité était énorme, mais ma joie l'était tout autant. Rachel est passée devant moi sans un mot, Stuart Reynolds se dépêchant derrière elle. Mes parents ont hésité près de la porte, puis se sont approchés lentement. « Félicitations », dit maladroitement mon père. « Nous espérons que cela se passera pour le mieux, pour Lily et pour toi. » « Merci », ai-je répondu. « J'espère que vous voudrez faire partie de la vie de Lily. Elle pourrait avoir besoin de grands-parents qui l'aiment. » Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. « Bien sûr que nous le ferons. C'est notre petite fille. » Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. Il y aurait du temps plus tard pour aborder les problèmes plus profonds de notre famille, les schémas qui nous avaient conduits à ce point. Pour l'instant, il suffisait de savoir qu'il n'était pas complètement perdu pour moi. Marcus s'est approché alors que mes parents partaient. « Eh bien, juge Morgan, dit-il avec un petit sourire. On dirait que vous avez gagné. » Il ne s'agit pas de gagner, les jeux corrigés doucement. Il s'agit de faire ce qui est juste pour Lily. Il hocha la tête. Je sais. Et pour ce que ça vaut, je pense que tu seras une mère incroyable pour elle. Merci, dis-je, l'émotion montant à nouveau. Pour tout. Je n'aurais pas pu faire ça sans ton aide. Si, tu aurais pu, a-t-il objecté. Tu es la personne la plus forte que je connaisse, Jessica. J'ai juste aidé à accélérer un peu les choses. En quittant le palais de justice ensemble, j'ai ressenti une légèreté que je n'avais pas connue depuis des années. Le chemin à parcourir ne serait pas facile. Le traumatisme de Lily ne disparaîtrait pas du jour au lendemain, et les blessures familiales exposées pendant ce processus prendraient du temps à guérir, si elles guérissaient un jour. Mais pour la première fois, je suivais mon propre chemin, guidé par l'amour plutôt que par la peur, par la conviction plutôt que par l'obligation. Les 6 mois qui ont suivi la décision du tribunal ont été un tourbillon de changements et d'ajustements. Lily a emménagé avec moi le week-end après l'audience, apportant ses quelques affaires dans une petite valise et un sac poubelle, un rappel déchirant de l'instabilité de sa jeune vie. « C'est vraiment ma chambre ?» a-t-elle demandé quand je lui ai montré la chambre que j'avais préparée, les yeux écarquillés à la vue des murs bleu pâle, de la bibliothèque remplie de livres pour enfants, du lit confortable avec sa couette colorée. « C'est vraiment la tienne ?» l'ai-je assuré. « Tout à toi.
On peut changer tout ce que tu n'aimes pas. Elle a fait le tour lentement, touchant les choses avec des doigts prudents, comme si elle avait peur qu'elles disparaissent. Je n'ai jamais eu ma propre chambre avant, pas une vraie. Le commentaire m'a brisé le cœur, mais j'ai gardé une voix légère. Eh bien, tu en as une maintenant, et elle est à toi aussi longtemps que tu le voudras. Il y a eu des défis, bien sûr. Lily faisait des cauchemars plusieurs fois par semaine, se réveillant en terreur, convaincue que je l'avais quittée. Elle testait constamment les limites, comme si elle attendait que je l'abandonne comme les autres l'avaient fait. Elle avait des crises de colère qui semblaient disproportionnées par rapport à leur déclencheur, jusqu'à ce que j'apprenne à reconnaître les peurs plus profondes qui se cachaient derrière. J'ai lu tous les livres que j'ai pu trouver sur la parentalité tenant compte des traumatismes. J'ai consulté le docteur Mendes chaque semaine. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les parents adoptifs et d'accueil. J'ai appris lentement et parfois douloureusement comment être le parent dont Lily avait besoin. Ma carrière a également nécessité des ajustements. J'ai réduit temporairement ma charge de travail, réorganisé mon emploi du temps pour m'adapter aux sorties d'école et aux rendez-vous de thérapie, et j'ai appris à fixer des limites fermes entre le temps de travail et le temps familial. Certains de mes collègues ont été compréhensifs, d'autres non. Je m'en fichais. Lily passait en premier maintenant, et je m'assurais que tout le monde le sache. Rachel a mis ses menaces à exécution, faisant appel après appel, chacun plus désespéré que le précédent. Elle ne s'est présentée qu'à 2 des visites supervisées prévues avec Lily. Les 2 fois, elle s'est comportée de manière si inappropriée que le moniteur du tribunal a dû mettre fin aux séances plus tôt. Après cela, elle a semblé se désintéresser, manquant les rendez-vous suivants sans explication. Mes parents, fidèles à leur parole, ont fait des efforts pour faire partie de la vie de Lily. Ils sont venus régulièrement, apportant des cadeaux bien choisis et s'intéressant sincèrement à connaître leur petite fille. Il y avait encore de la gêne entre nous, des blessures et des schémas non résolus, mais nous essayons, pour le bien de Lily et peut-être aussi pour le nôtre. Marcus est resté un ami fidèle pendant cette période de transition. Il m'a aidé pour des questions pratiques, assemblant des meubles pour la chambre de Lily, recommandant un bon pédiatre, et même allant chercher Lily à l'école un jour où j'étais coincé au tribunal plus longtemps que prévu. Plus important encore, il m'a apporté un soutien émotionnel lorsque le poids de mes nouvelles responsabilités me semblait écrasant. Tu t'en sors très bien, m'a-t-il assuré pendant une semaine particulièrement difficile où Lily avait été renvoyée de l'école pour avoir frappé un autre enfant. Lily s'adapte. Tu t'adaptes. Ça va prendre du temps. Je veux juste bien faire les choses, ai-je avoué. J'ai tellement peur de la décevoir. Le fait que tu t'inquiètes de ça est exactement la raison pour laquelle tu ne la décevras pas, a dit Marcus. Tu t'en soucies. Tu essaies. C'est ça qui compte. Des mois après que Lily soit venue vivre avec moi, Rachel a annoncé qu'elle déménageait en Californie pour poursuivre de nouvelles opportunités. Elle n'a pris aucune disposition pour un contact continu avec Lily, pas même un au revoir. Bien qu'une partie de moi soit soulagée, l'implication sporadique de Rachel avait été plus perturbatrice qu'utile. J'ai aussi pleuré pour Lily, qui, malgré tout, demandait encore des nouvelles de sa mère de temps en temps. Où est partie maman, a-t-elle demandé un soir alors que je l'abordais. Pourquoi elle ne veut pas me voir? Je me suis assise au bord de son lit, choisissant mes mots avec soin. Ta maman a beaucoup de problèmes qui l'empêchent d'être une bonne mère. Ce n'est pas à cause de quelque chose que tu as fait. Ce n'est pas de ta faute. Est-ce qu'elle m'a déjà aimé? La voix de Lily était petite, vulnérable d'une manière qui me serrait la poitrine. Je crois que oui, dis-je honnêtement. Je crois qu'elle t'aime toujours, à sa manière. Mais parfois, l'amour ne suffit pas. Parfois, les gens ne sont pas capables de montrer leur amour de la manière dont nous en avons besoin. Lily réfléchit un instant. Est-ce que tu vas partir, toi aussi? Non, dis-je fermement. Je ne vais nulle part. Tu es coincé avec moi, ma puce. Elle a souri légèrement à ça. Promis? Promis. Je suis ta maman maintenant, et les mamans tiennent leurs promesses. C'était la première fois que l'un de nous utilisait ce mot, maman, pour décrire ma relation avec Lily. C'était venu naturellement, sans planification ni discussion, et ça semblait juste. Est-ce que je peux t'appeler maman? Demanda Lily avec hésitation. Au lieu de Tati Jessie? Les larmes me piquèrent les yeux. J'aimerais beaucoup ça. Mais seulement si tu le veux. Il n'y a pas d'urgence à décider. Elle hocha la tête, pensive.
Je crois que je veux. Pas tout le temps, peut-être. Parfois, encore Tati Jessie. C'est d'accord? C'est parfaitement d'accord, les jeux assurés. Tu peux m'appeler comme tu le sens. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une visite inattendue de mon père. Il est arrivé un samedi matin alors que Lily était chez une amie. Papa, dis-je surprise en ouvrant la porte. Est-ce que tout va bien? Où est maman? Ta mère va bien, m'a-t-il assuré. Elle est à son club de lecture. Je voulais te parler seul, si ça ne te dérange pas. Je l'ai invitée à entrer, curieuse et légèrement appréhensive. Nous avions été polis, voire amicaux, lors de ces visites avec Lily, mais nous n'avions eu aucune conversation de fond sur les événements de l'année écoulée. Un café, ai-je offert. S'il te plaît. Pendant que je préparais le café, mon père aérait dans mon salon, regardant les photos maintenant affichées sur les murs. Lily au parc. Lily et moi faisant des grimaces à l'appareil photo. Lily tenant fièrement un projet d'art de l'école. Elle s'épanouit avec toi, a-t-il observé alors que je lui tendais une tasse. Tout le monde peut le voir. C'est une enfant incroyable, dis-je. Résiliente, intelligente, drôle. J'ai de la chance de la voir. Mon père a pris une gorgée de son café, puis a posé la tasse avec soin. Jessica, je te dois des excuses. Plusieurs, en fait. J'ai cligné des yeux, surprise. Papa, tu n'as pas à le faire. Si, je dois, a-t-il interrompu. J'ai beaucoup réfléchi depuis l'audience de garde. À notre famille, à la façon dont ta mère et moi vous avons élevés, toi et Rachel. Au schéma que nous avons établi et renforcé au fil des ans. Il prit une profonde inspiration. Nous avons échoué avec vous deux, de différentes manières. Nous avons encouragé les pires comportements de Rachel au lieu de fixer des limites qui auraient pu l'aider à grandir. Et nous t'avons prise pour acquise, nous attendions de toi que tu sois la forte, la responsable, sans reconnaître la pression que cela mettait sur toi. J'ai avalé difficilement la boule qui se formait dans ma gorge. J'apprécie que tu dises ça, papa. Ça signifie beaucoup. Je ne dis pas ça juste pour me donner bonne conscience, a-t-il continué. Je le dis parce que je veux que les choses soient différentes à l'avenir. Pour nous tous, mais surtout pour Lily. Elle mérite mieux que les schémas dysfonctionnels que notre famille a perpétués. C'est vrai, acquiesçai-je. Et je fais de mon mieux pour briser ces schémas avec elle. Je le vois, a dit mon père. Tu es une mère merveilleuse, Jessica. Meilleure que ta mère et moi ne l'avons été, j'en ai peur. J'ai eu de bons exemples de ce qu'il ne faut pas faire. Dis-je, essayant d'alléger le moment avec humour. Mon père a grimacé, mais a hoché la tête. C'est juste. Mais j'espère qu'il n'est pas trop tard pour que nous apprenions, pour que nous fassions mieux. Pour être les parents et les grands-parents que vous et Lily méritez. Il n'est pas trop tard, l'ai-je rassuré, en lui serrant la main. Nous sommes tous encore là, nous essayons encore. Ça compte pour quelque chose. Avant de partir, mon père m'a tendu une enveloppe. J'ai trouvé ça en fouillant dans de vieux papiers, a-t-il expliqué. J'ai pensé que tu voudrais la voir. À l'intérieur se trouvait une photo que je n'avais jamais vue auparavant. Rachel et moi, jeunes enfants, peut-être 5 et 3 ans, assis sur un perron, les bras l'une autour de l'autre, riant toutes les deux de quelque chose hors champ. Nous avions l'air heureuses, vraiment heureuses en compagnie l'une de l'autre, sans la compétition et le ressentiment qui définiraient plus tard notre relation. Merci, dis-je doucement. J'avais oublié que nous avions été comme ça. Vous l'étiez, a confirmé mon père. Avant que les choses ne se compliquent. J'ai pensé que ce serait bien que Lily voie ce côté de sa mère un jour, qu'elle sache qu'il y avait du bon là, autrefois. J'ai hoché la tête, incapable de parler à cause de l'émotion qui m'étranglait. Mon père m'a maladroitement serré dans ses bras avant de partir, le contact physique étant assez rare entre nous pour être significatif. Ce soir-là, après que Lily soit au lit, je me suis assise à regarder la vieille photo, pensant aux familles et aux liens complexes, parfois douloureux, qui nous unissent. Rachel et moi avions été un jour 2 sœurs qui s'aimaient. Quelque part en chemin, cet amour simple avait été tordu par le favoritisme, la comparaison et les besoins non satisfaits. Nos parents avaient joué leur rôle dans cette distorsion, mais nous aussi, avec les choix que nous avions faits et les histoires que nous nous étions racontées. Je ne pouvais pas changer le passé.
Je ne pouvais pas guérir les blessures de Rachel ou réparer les dommages que ses choix avaient causés à Lily. Mais je pouvais choisir une voie différente pour l'avenir. Je pouvais être le parent dont Lily avait besoin. La juge qui comprenait les complexités de la dynamique familiale d'une manière profondément personnelle. La femme qui avait enfin appris à défendre sa propre vérité sans s'excuser. 6 mois jour pour jour après que Lily soit venue vivre avec moi, j'ai reçu un avis indiquant que Rachel avait abandonné son dernier appel. Elle avait également, selon le document du tribunal, renoncé entièrement à ses droits parentaux, ouvrant la voie à une adoption légale de Lily si je choisissais de poursuivre cette option. J'ai partagé la nouvelle avec Lily avec précaution, incertaine de sa réaction. Nous étions assises à la table de la cuisine, en train de faire un puzzle ensemble, quand j'ai abordé le sujet. « J'ai des nouvelles de ta maman, de Rachel », dis-je, utilisant les deux termes comme c'était devenu notre coutume. Elle a décidé qu'elle voulait que tu restes avec moi en permanence. Ça veut dire plus d'audience au tribunal, plus d'incertitude. Lily a continué à assembler les pièces du puzzle, son expression pensive. Ça veut dire qu'elle ne reviendra jamais? Je pense que oui, probablement, dis-je doucement. Du moins, pas avant très longtemps. Lily hocha la tête, absorbant cela. C'est parce qu'elle ne m'aime pas? Non, ma puce. C'est parce qu'elle n'est pas capable d'être le genre de maman dont tu as besoin en ce moment. Et je pense qu'à sa manière, elle le sait. Est-ce que tu vas être ma maman pour toujours? Demanda Lily, levant les yeux vers moi avec ses yeux sérieux qui semblaient trop vieux pour son jeune visage. J'aimerais beaucoup, dis-je. Si c'est ce que tu veux aussi. Lily y réfléchit un instant, puis hocha la tête avec détermination. Je le veux. Je veux rester avec toi pour toujours. Alors c'est ce que nous ferons, ai-je promis, en l'enlaçant. Nous serons une famille, toi et moi, pour toujours. Plus tard cette semaine-là, je suis retourné au tribunal. Cette fois, dans ma propre salle d'audience, où j'avais repris ma charge de travail complète maintenant que Lily était installée à l'école et que notre routine était établie. J'ai regardé les familles devant moi. Des parents se battant pour la garde. Des enfants pris au milieu. Des avocats plaidant la cause de leurs clients avec divers degrés de passion et de compétence. Je les voyais tous différemment maintenant. Non seulement comme des cas à trancher, mais comme des êtres humains naviguant sur un terrain émotionnel complexe, portant des blessures visibles et invisibles, essayant à leur manière imparfaite de construire ou de préserver des liens qui comptaient pour eux. Mon expérience avec Lily ne m'avait pas rendu moins objective en tant que juge. Au contraire, elle m'avait rendu plus perspicace, plus capable de voir au-delà des apparences pour percevoir les dynamiques sous-jacentes. Je comprenais maintenant, d'une manière viscérale, que la famille était plus que la biologie. Il s'agissait d'être présent jour après jour, de faire passer les besoins de quelqu'un d'autre avant les siens, d'un amour exprimé par des actes, pas seulement par des mots. À la fin de la journée, je suis rentré à la maison pour trouver Lily attendant sur les marches de l'entrée, un dessin à la main. « J'ai fait ça pour toi », dit-elle fièrement, en le tendant. C'était un dessin de 2 silhouettes, une grande, une petite, debout ensemble sous un soleil souriant. La silhouette la plus grande portait ce qui semblait être une robe noire et tenait un marteau de juge. En dessous, dans l'écriture soignée de Lily, il y avait les mots « Ma maman, la vraie juge ». Je me suis agenouillé et les serré dans mes bras, submergé par la simple perfection du moment. « Je l'adore », lui dis-je. « Et je t'aime. »« Je t'aime aussi, maman », dit Lily, les mots étant encore assez nouveaux pour me faire frissonner chaque fois qu'elle les utilisait. Nous sommes entrés ensemble, main dans la main, vers l'avenir que nous construisions un jour à la fois. Un avenir basé non pas sur l'obligation ou le sang, mais sur le choix, sur l'amour, sur la famille que nous nous étions créés à partir des morceaux brisés du passé. Ce n'était pas la famille que j'avais imaginée pour moi toutes ces années auparavant. C'était mieux. C'était réel, et c'était la nôtre. Si cette histoire a touché quelque chose en vous sur la famille, la justice ou le courage de défendre votre vérité, s'il vous plaît, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de l'entendre. Nous sommes tous confrontés à des moments où nous devons choisir entre maintenir la paix et faire ce qui est juste, surtout en famille. J'adorerais lire vos réflexions dans les commentaires sur un moment où vous avez dû faire un choix difficile pour les bonnes raisons. Est-ce que ça s'est passé comme vous l'attendiez? Qu'avez-vous appris? Vos expériences comptent et elles pourraient aider quelqu'un d'autre confronté à un carrefour similaire. Avant de partir, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime »
Si mon histoire vous a touché et à vous abonner pour entendre d'autres histoires réelles sur la dynamique familiale, la croissance personnelle et la découverte de la force dans des endroits inattendus. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce voyage, de ce moment choquant à table à la nouvelle vie que Lily et moi avons construite ensemble. Parfois, les jugements les plus difficiles que nous portons sont ceux qui nous libèrent enfin.